Bien, on va reprendre cette deuxième partie d'après-midi avec une première intervention. Donc, un plaisir d'accueillir le professeur Thomas Gérard du CHU de Toulouse et qui va nous parler d'hypotension intracrânienne. Alors, contrairement à tout à l'heure, on fera les questions juste à l'issue des présentations, donc des trois présentations de la fin d'après-midi. Thomas, c'est à toi. Merci beaucoup, Johan. J'en profite peut-être pour remercier les organisateurs du congrès. C'est super, merci beaucoup. C'est un super endroit. Il y a ceux qui votent à droite, ceux qui votent à gauche. Je trouve que LFI est assez calme aujourd'hui, ça va. Merci beaucoup, c'est vraiment un super endroit et merci, bravo pour l'organisation. Au nom de tout le monde, je me permets ça en tant que président de l'association. Alors, je vais tenter de ne pas faire de redite sur la présentation précédente. Vous verrez, il y a des choses lesquelles on est d'accord, des choses peut-être on peut discuter. Alors, je vais commencer par un petit cas clinique qui nous est arrivé. Et ce qui nous arrive, allez, 2 fois par an, 3 fois par an. Et un homme de 49 ans, hypertension, modification du comportement depuis 8 mois, il a des céphalées. Bon, il est tombé sur la tête 3 semaines auparavant. Donc on lui fait un scanner, parce qu'on est quand même dans un hôpital où on fait des scanners. Et on lui fait un scanner. Et alors, vous allez voir, c'est un scanner assez classique. Hein. C'est un scanner où on voit un sous-dural chronique, bilatéral. Bon, on ne le voit pas très bien, mais on le voit quand même. Les yeux exercés le voient. Et donc, il y a un sous-dural. Qu'est-ce qu'on fait? On l'opère. Normal. Donc, on l'opère. On évacue chirurgicalement l'hématome sous-dural de façon bilatérale. Et on fait un scanner post-opératoire. Le scanner post-opératoire, parfois, il faut reconnaître ses échecs. Hein. Parfois, c'est pas grave, ça arrive. Et donc, on se pose la question de savoir si on le réopère ou pas. Alors en fait, il va répondre avant nous. Parce qu'en fait, donc, le temps qu'on se décide, enfin que les équipes discutent, machin, il devient très très comateux, hypovigilant, Glasgow 7. Et donc on lui fait une IRM, parce qu'on ne comprenait pas. Et alors je vous montre notre coupe. Vous voyez que sur l'IRM, en fait, il y a un aspect tout à fait anormal du scan de l'IRM. Et là, on se dit quand même, c'est pas normal. Il a probablement une hypotension intracrânienne. Alors, l'histoire ne s'arrête pas là, ce serait trop facile. Et en fait, on lui fait un blood patch. Alors, on lui a fait 30 ml de blood patch. On est assez sensibilisé à l'hypotension intracrânienne. On avait fait le diagnostic, il a une hypotension intracrânienne. Le problème, c'est que ça ne fait que ça s'améliore transitoirement. Donc, on le fait en lombaire, ça s'améliore transitoirement. Il faut le faire un deuxième blood patch. Parce qu'on sait faire, voilà, puis ça s'améliore. Et puis après, il devient comateux. Coma. Et on fait une imagerie. C'est pareil, c'est la même chose. Alors les petits jeunes, là, dont certains sont dans la pièce, là, ils lui ont fait, qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Ils lui ont mis un drain lombaire, mais en fait, pour mesurer la pression intracrânienne, donc elle était très basse, elle était allongée, près moins 10. Alors après, elle fluctuait, hein. Comme ça dit tout à l'heure, en fait, c'est jamais aussi simple que ça. Et puis, on lui a injecté du sérum salé isotonique dans le drain lombaire. Alors c'était assez drôle parce qu'on réveillait ce malade en fonction de comment on perfusait c'était une épreuve de remplissage intratécal qui réveillait le malade. Et je vous assure que c'est vrai, hein, vous pouvez témoigner, les jeunes, hein, c'était vraiment comme ça. On prenait la garde, il était un peu comateux, puis on montait un peu le débit, puis il se réveillait, on passait la nuit tranquille. Et donc c'était assez marrant, c'était la première fois, moi personnellement, que je faisais ça. Une perfusion intratécale de sérum salé pour réveiller une hypotension intracrânienne. Et en fait, c'est assez illustratif. En fait, il y a probablement des cas qui passent complètement inaperçus si on n'est pas sensibilisé. Alors, on lui a fait toute une imagerie, on lui a fait toute l'exploration. L'IRM médulaire standard, on n'a rien trouvé. Le myéloscanner, parce qu'on lui a fait un myéloscanner normal, on n'a rien trouvé. Et on a fini par lui faire un myéloscanner en décubitus latéral droit. Et finalement, là, on a trouvé une fistule duroveineuse, donc fistule durale dans le système veineux, qui a été embolisée, et puis en fait, une fois qu'on l'a embolisé, c'était fini. Ablation du drain lombaire le lendemain,
Glasgow 15, il garde un syndrome frontal. Et ça, c'est l'IRM quelques mois après. Vous voyez que cette IRM, elle est guérie. Et donc, ce malade avait une fistule, comme ça a été dit tout à l'heure, avait une fistule durale qui se drainait, de LCR, en fait, qui se drainait dans le système veineux et qui faisait une hypotension intracrânienne. C'était absolument pas un sous-dural. Alors, la question, c'est quand est-ce qu'il faut suspecter ça Alors, la première chose, c'est, quand on parle d'hypotension intracrânienne, c'est de réfléchir sur la pression du liquide. Alors, il n'y a pas de valeur normale de pression, vous le savez tous. Ça dépend de l'âge, de la position. Mais on sait que la pression allongée d'un sujet normal, ça varie entre 7 et 15 mm de mercure, à peu près. Et que la pression debout, elle peut être négative, jusqu'à moins 10 mm de mercure. Mais si elle dépasse moins 15, c'est souvent pathologique. Et alors, on sait que, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait que la production de liquide, elle est peu régulée par la pression intracrânienne. La pression intracrânienne n'est pas un déterminant de la production de liquide. Ça a été dit tout à l'heure, c'est très probablement en fait le gradient de pression entre un système artériel et un système veineux, et puis d'autres choses. On peut en parler. En cas de fuite non compensée, ça veut dire que la pique va baisser. Ça paraît évident. Et bien que la pique elle devient négative, y compris en position allongée. Et en fait, il y a des critères. Il y a des critères internationaux pour dire ça, c'est une pique basse, c'est une pression d'ouverture du liquide quand on fait une ponction lombaire en position allongée. Quand on a moins de 4 mm de mercure, c'est très fortement suspect d'hypotension intracrânienne. Et bien sûr, il y a un déplacement vers le bas du cerveau, il y a une traction sur les veines sous-durales, un engorgement veineux, et puis tout à l'heure, on l'a dit, il y a des céphalées posturales, on en a parlé tout à l'heure. Alors, c'est plus fréquent chez les femmes. Et puis, je ne vais pas reprendre toute la sémiologie qui a été faite tout à l'heure, mais c'est ça, c'est la même chose. Hein, c'est une céphalée avec... parfois, c'est assez trompeur, parfois ça ressemble à un sous-dural classique, hein, et puis parfois, il y a des collections sous-durales. Il y a quelque chose d'important qu'il faut que vous sachiez, parce que ça, on en voit, on en a vu un il y a un an. C'est les malades qui ont des paralysies du 6 sur des hypotensions intracrâniennes. En fait, ça donne une diplopie horizontale, hein, la paralysie du 6, paralysie du droit externe. C'est de la sémiologie de deuxième cycle. Et donc, ça, c'est lié en fait à la traction du cerveau, en fait, qui se déplace vers le bas et qui va tirer sur la 6e paire des nerfs crâniens. Et donc, si vous avez une paralysie du 6 dans une hypotension intracrânienne, ça devient une urgence. Hein. C'est là où vous ne pouvez plus trop attendre pour traiter cette hypotension intracrânienne. Donc, il faut savoir la rechercher, bien entendu. Mais voilà, si vous l'avez, attention, parce que c'est juste avant l'engagement vers le bas du cerveau. Donc ça veut dire, en urgence, une imagerie cérébrale, et puis après l'imagerie cérébrale, bien entendu, probablement un blood patch. On va en reparler tout à l'heure. Le scanner, donc c'est souvent l'examen le plus souvent réalisé. Donc il y a des signes peu spécifiques, ça a été dit tout à l'heure, collection sous-durale bilatérale, l'effacement des citernes de la base, collapsus des ventricules, ça peut être proche de la normale, ça a été dit aussi tout à l'heure. Et il faut souvent compléter par une IRM parce que c'est souvent pas évident. Dans mon expérience, quand même, souvent, c'est les équipes qui sont capables de faire le diagnostic. C'est-à-dire que c'est quand même une discussion entre les gens qui ont à traiter ce patient-là, que ce soit les équipes neurochirurgicales, les équipes d'anesthésie, les équipes de neuroréa et les neurologues, qui font qu'à la fin, on fait le diagnostic d'hypotension intracrânienne. Sinon, on passe souvent à côté de ce diagnostic. Et on a plein d'histoires de malades, en fait, chez qui ça fait 15 jours qu'on traîne, voire un mois, et en fait, on n'arrive pas à... et c'est les gens qui connaissent, qui sont capables de dire, attention, peut-être que c'est une hypotension intracrânienne. Il y a des signes, en fait... alors, il y a eu un New England, il y a 2 ou 3 ans, je pense, hein, sur le sujet, qui résume bien, mais je le cite pas exprès, parce qu'en fait, le New England n'apporte rien de nouveau. En fait, il fait la synthèse de ça. Mais il y a des signes. Il y a l'aplatissement de la convexité du corps calleux. Vous voyez, le corps calleux qui est complètement aplati. C'est absolument pas normal d'avoir un corps calleux comme ça. Il y a, ça a été dit tout à l'heure, le rehaussement méningé diffus, que vous voyez ici, en fait... Hein, ça a été dit tout à l'heure avec les collections sous-durales. Et puis un déplacement caudal du cerveau, on va le voir sur la diapo suivante. En fait, le signe le plus intéressant, ça reste quand même le rehaussement des méninges qui en fait est retrouvé de façon assez fréquente. Et quand vous avez ça, ça doit vous donner un signe d'alerte. Et puis il y a des signes un peu plus... le déplacement du cerveau vers le bas ici. Il y a un signe que recherchent beaucoup les radiologues, c'est l'hyperémie de la glande pituitaire ici, qui est un signe qui les alerte beaucoup. C'est absolument pas normal d'avoir ce signe-là. Et ça, c'est un signe qui est assez évocateur de syndrome d'hypotension intracrânienne. Et puis, ça a été dit tout à l'heure aussi, les gaines optiques qui sont absolument... On a vu tout à l'heure les gaines optiques pleines de liquide. Là, c'est les gaines optiques qui sont absolument pas avec du liquide céphalorachidien. Et ça doit vous faire penser aussi à ça.
Et bien entendu, c'est en fait, comme toujours dans notre métier, c'est une association entre une histoire clinique, une symptomatologie et puis une imagerie. Dans un bon nombre de cas, c'est pas typique. Ça a été dit aussi tout à l'heure. Et donc, dans un bon nombre de cas, il faut discuter parce que c'est pas certain que ce soit ça. Et voilà, ça c'est les critères habituels, reconnus. En IRM, une pression d'ouverture quand on mesure, mais en fait de plus en plus on ne le mesure pas, souvent on se contente d'une IRM, et les céphalées qui sont résolutives après la réaction d'un blood patch, on va voir aussi tout à l'heure. Le coma, c'est une présentation non exceptionnelle de l'hypotension intracrânienne. Voilà, je vous dis, nous on a un par an, un ou deux par an. Et donc, voilà, il y a beaucoup de publications de formes de découverte du coma. C'est des cas de coma réversible. Hein. Et en fait, quand on fait une IRM, on a ces images-là, en fait, assez typiques, d'effondrement du cerveau, d'effacement du cerveau, et que parfois on réveille en faisant un blood patch. Hein. Nous, on a publié un cas d'un malade qu'on avait réveillé en faisant un blood patch. Un blood patch, on a refait jusqu'à ce que ça. Et parfois, il faut avoir recours à la chirurgie, on va en reparler. Il y a une autre association lésionnelle qui est assez classique, c'est la thrombose veineuse cérébrale. Quand vous avez en fait un malade qui a eu par exemple une ponction lombaire ou une péridurale, qui a fait un syndrome post-PL et qui dans les suites fait une thrombose veineuse cérébrale, ça doit vous faire évoquer un syndrome d'hypotension intracrânienne. Alors, pourquoi ça arrive? En fait, c'est la doctrine de Monro et Kelly, hein, c'est-à-dire que quand il y a moins de liquide, il y a un engorgement veineux. Et en fait, il y a un étirement des veines par le déplacement du cerveau, il y a une viscosité augmentée, et tout ça contribue à la thrombose veineuse cérébrale. C'est un peu plus compliqué parce qu'en fait, il va falloir mettre ce malade sous anticoagulant, ça va nous compliquer sur le traitement. On va faire un blood patch sur un malade sous anticoagulant, mais enfin, il va falloir anticoaguler, donc il va falloir prendre des décisions. Et les causes, ça a été dit tout à l'heure, donc on va aller rapidement. Les traumatismes, les fuites spontanées, on l'a vu, le syndrome des trépanés, on va en parler, les diverticules méningés, les fistules durales, les maladies du tissu conjonctif, et puis bien sûr, le trop de drainage du liquide. Hein. C'est une valve interne, une valve externe, voilà, ça peut donner ça. On en a parlé tout à l'heure, donc je vais aller vite. Le diverticule rachidien, c'est une cause qu'on recherche classiquement, pas facile à trouver. Hein. Même l'IRM, parfois, est en défaut là-dessus, alors qu'il y en a réellement un. Donc en fait, c'est pas parce qu'on n'en trouve pas qu'il n'y en a pas. Et donc c'est vraiment, il faut savoir poursuivre les investigations, discuter avec les neuroradiologues, peut-être faire des myéloscanners, peut-être aller chercher ça. Parce que, en particulier, si le sujet est âgé, c'est une maladie qui se développe avec l'âge, et donc il faut savoir le chercher. Et puis il y a des symptomatologies typiques. Un malade a entendu un craquement dans le dos dans les semaines qui précédaient, mais enfin c'est souvent on n'arrive pas à retrouver ça. Hein. Souvent on ne retrouve pas ça. Et puis le syndrome des trépanés, vous le connaissez tous en réanimation. C'est une vraie complication. Alors pourquoi ça survient, le syndrome des trépanés? Pour rebondir un peu sur la session précédente, dans la production de liquide, il y a probablement un effet convectif, hein, le gradient de pression entre le système artériel et le système veineux. Ça, c'est la vision moderne. Et puis, probablement, la pression pulsée, hein, la pression, la transmission de l'artère, en fait, de la pression artérielle au cerveau, contribue à cette convection. Ce n'est pas uniquement le gradient de pression, c'est aussi la pression pulsée. Et vous savez tous que quand on a une crânectomie décompressive, la courbe de pression, il n'y a quasiment plus de pression pulsée. En fait, il y a plus la transmission de l'onde de pouls, elle est beaucoup moins importante. Et il est probable que en fait, ça contribue au trouble de la dynamique du LCR après crânectomie. Alors c'est assez complexe hein, parce qu'il y a des arguments dans un sens et dans l'autre, mais c'est probablement, et quand on remet le volet, on recrée une pression pulsée, et donc on va recréer probablement un flux qui va favoriser le drainage du liquide, et peut-être même la production de liquide. Et donc il y a beaucoup de théories comme ça qui discutent, peut-être on pourra en parler si vous voulez, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est ne pas avoir d'os. Plus on laisse le patient sans os, et 3 mois ou 4 mois après la crâniectomie, c'est un facteur favorisant l'hypotension intracrânienne, et on sait que des patients s'améliorent. Alors pour le traitement, je rejoins ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a des traitements qui ne marchent pas. Le repos au lit, alors ça ne marche pas, il faut voir, je ne sais pas. Ça dépend en fait, ça dépend bien entendu, ça dépend. Si c'est une fistule entre le LCR et la veine, bien sûr, le repos au lit ne marchera pas. Mais si vous avez un malade qui a fait un trou, un chirurgien, un gentil chirurgien, nos collègues chirurgiens qui a fait un trou pendant une chirurgie rachidienne dans la dure-mère, on va quand même laisser le patient allongé, ça paraît raisonnable. Enfin voilà, ça coûte pas très cher et puis ça paraît raisonnable. On va pas lever un malade qui a un trou en lombaire, ça paraît évident. Donc un peu de bon sens, on va dire, dans cette situation-là. L'hyperhydratation, ça marche pas. Là, par contre, il y a des papiers qui montent, ça sert à rien. Il faut arrêter de faire ça. Les anti-inflammatoires, le paracétamol, ça marche pas beaucoup. Les triptans, ça marche pas. La morphine, ça marche pas.
Donc ça, il ne faut pas prescrire ces médicaments. Ça a dit tout à l'heure, le café, ça marche. Alors, ça marche, mais, et Peros, hein, ça coûte beaucoup moins cher. Donc, il faut 500 mg par jour, ça correspond à 5 tasses de café par jour. Une tasse de café, c'est à peu près 100 mg de café. Donc, vous pouvez arrêter de perfuser les malades pour donner du café. Un bon café Peros, ça marche, c'est une très bonne biodisponibilité. Et donc, on sait que ça diminue le recours au blood patch sur les céphalées post-brèche. Ça a été dit tout à l'heure, l'hydrocortisone, la gabapentine, la théophiline, il n'y a pas d'études randomisées, mais c'est probablement efficace. Et puis il y a peu d'effets secondaires. Donc, voilà. Le blood patch, donc on va en parler. Alors, moi, je ne suis pas fan des blood patch qui remontent jusqu'en cervical. Hein. J'étais interne à la Riboisière, j'aime beaucoup ces gens-là, ils font plein de trucs extraordinaires. C'est peut-être pas la meilleure idée qu'ils aient eue, ça. Moi, je pense que dans ces cas-là, il faut savoir être raisonnable. C'est-à-dire, on ne sait pas d'où ça fuit, et on va mettre 50, 60, 70 millilitres de sang dans un espace dont on ne sait pas bien si l'aiguille elle est vraiment bien au bon endroit. Voilà. Je ne suis pas certain qu'on ne rentre pas dans une iatrogénie. Voilà. Donc, il y a dans le blood patch un effet immédiat. Vous chassez le liquide vers le haut et il y a un effet de résolution assez immédiat des céphalées. Et puis après, si vous n'avez pas bouché la fuite, eh ben, la céphalée va revenir. Et alors, ça, c'est une belle étude randomisée contrôlée qui montre que le blood patch, ça marche pour les céphalées post-brèche. Bon, ça, on a un peu de papier dessus. Il y a randomisé contrôlé, 20 versus 30 millilitres, efficacité comparable. Donc pourquoi faire 30 millilitres alors que 20 millilitres marche? Donc moi, si je suis un peu comme les Suisses, evidence-based, et je fais comme M. Wolf ou comme M. Truc, faisons 20 millilitres, soyons raisonnables. Ce qui compte, c'est d'essayer de cibler le blood patch à l'endroit où on a trouvé une fuite. Donc essayons de guider le blood patch à l'endroit où il y a une fuite, plutôt que d'aller mettre des quantités astronomiques de liquide alors qu'on ne sait pas où est la fuite. Moi, c'est ma vision des choses. Peut-être qu'on pourra discuter. Voilà. Moi, je suis assez raisonnable comme réanimateur. Le faire un blood patch prophylactique chez une patiente chez qui vous avez fait un trou dans la dure-mère après une péridurale qui tourne mal, ça ne marche pas. Peu d'efficacité. Donc, les blood patch prophylactiques ne fonctionnent pas. Et donc, pas de blood patch prophylactique. Je vous montre une petite étude qu'on avait faite quand j'étais à Antoine Becler à Paris sur des patientes qui avaient une céphalée post-accouchement. Donc elles avaient une céphalée post-accouchement. Et en fait, la question, c'est vous ne savez vraiment pas s'il y a eu une brèche pendant la péridurale ou pas. C'est toujours un peu compliqué. Et donc, on avait fait une échographie des enveloppes du nerf optique pour savoir si en fait le blood patch était efficace ou pas. Donc vous avez des céphalées post-accouchement, J1, la symptomatologie compatible avec une brèche. Vous leur faites un blood patch et vous regardez l'effet du blood patch sur les enveloppes du nerf optique. L'idée, c'est que peut-être que ça va se distendre. Vous me dites, hein, les amis, si je dépasse. Hein. Et donc, on regarde. Et alors, on avait fait 10 patients. Et la patiente en bleu, c'est la patiente en fait qui ne s'est pas améliorée après le blood patch. On lui a fait un blood patch et zéro efficacité. Et vous voyez que les enveloppes du nerf optique qui sont ici, là c'est avant de faire le blood patch, 10 minutes après, 2 heures et 20 heures. Une efficacité en fait d'augmentation des enveloppes du nerf optique modérée, alors que les 9 autres patientes chez qui il y avait une efficacité du blood patch sans récidive, vous voyez qu'en fait les enveloppes du nerf optique se distendent, enfin se regonflent assez vite, ça c'est l'effet de chasse. Et puis après, on a probablement colmaté la brèche et donc on n'avait pas de refuite et donc on pouvait probablement estimer le succès du blood patch. La question qu'on se pose maintenant, c'est est-ce que vous pouvez à T0 prédire le fait que le malade ait une hypotension intracrânienne? Les études n'ont jamais été faites, ce serait une étude intéressante. Hein. Il y a probablement des cas où en fait on ne sait pas bien, hein, et donc peut-être qu'on pourrait utiliser ça dans le cas d'une enveloppe du nerf optique on va dire très resserrée, pas du tout de liquide autour du nerf optique. Peut-être que ça serait en échographie, un argument pour dire il faut probablement faire un blood patch sur cette patiente. Alors, je vous propose ça. Après, vous en faites ce que vous voulez. Vous avez une céphalée post-ponction ou post-péridurale. Bah, bien sûr, vous allez faire un examen différentiel. Hein. Voilà. Vous allez faire une imagerie s'il y a un déficit neurologique. Et s'il y a un déficit neurologique, il faut que le neurologue soit dans la boucle. Hein. C'est vraiment des choses pour lesquelles on discute avec les neurologues. S'il y a un syndrome d'hypotension intracrânienne probable et qu'il y a des signes oculaires, là, vous allez faire un blood patch dès que possible. Des plot chips, ça va être y compris dans la nuit. Hein. Il faut trouver quelqu'un qui va faire un blood patch. Normalement, n'importe quel anesthésiste sait faire un blood patch. Et puis, on peut répéter s'il y a un échec.
Voilà. Et si il n'y a pas de signe de gravité, on peut tester l'antalgique. Si ça récidive, on peut discuter le blood patch. Voilà. En tout cas, on a un peu plus de temps pour s'organiser. Moi, mon expérience, c'est que en fait, je suis souvent, on avait fait un article il y a quelques années, j'ai souvent des gens qui m'appellent, qui m'envoient un mail en disant « ça fait 3 mois que j'ai des céphalées, que en fait, mon histoire, machin, j'ai lu votre truc, tout ce que j'ai, et en fait, j'arrive pas à trouver quelqu'un qui soit capable de s'occuper de moi. » Et en fait, je pense qu'on a créé ces filières-là, avec nos collègues neurologues, nos collègues neurochirurgiens, pour arriver à ramener ces patients dans les bonnes filières. Parce qu'une fois qu'ils ont les bonnes personnes, après, leur vie change. Mais c'est des malades qui sont vraiment très handicapés par cette symptomatologie. Et donc, peut-être pour finir à l'heure, si on résume un peu le syndrome d'hypotension intracrânienne, je vous dirais que c'est piégeux. Et donc, moi, je pense que tous les anesthésistes réanimateurs qui travaillent dans le domaine de la neuroanesthésie et réanimation doivent connaître cette pathologie et doivent en fait parfois récupérer le diagnostic. Vous réopérez, ça fait 3 fois que vous opérez ce sous-dural. Voilà, vous voyez les petits papis là, ça fait 3 fois qu'on l'opère. Il faudra vraiment que quelqu'un se pose la question de savoir si c'est pas une hypotension intracrânienne qu'on a opéré 3 fois d'un sous-dural. Voilà, ça nous arrive. Voilà, je pense que ça nous arrive. Et il faut être capable de récupérer. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une IRM. Voilà. On va faire une IRM et on va discuter avec nos collègues neurologues. Voilà. Donc c'est souvent atypique et donc il faut les connaître. Il y a un contexte périopératoire, ça c'est facile. Mais parfois, il y a des hypotensions intracrâniennes qui viennent de chez eux. Et en fait, l'histoire n'est pas claire. Le sous-dural récidivant, voilà. Il y a des stratégies d'équipe qui, aux États-Unis, par exemple, où ils disent quand ça fait on a opéré on a opéré un sous-dural, on l'a réopéré, et là, quand on l'a réopéré, après, on enclenche la recherche de syndrome d'hypotension, de fuite de LCR ou d'hypotension intracrânienne. Bah, à voir, je sais pas, il faut y réfléchir, mais en tout cas, opérer 3-4 fois un sous-dural, je pense que ça doit allumer quelque chose dans les équipes. Et voilà, donc il faut faire de l'imagerie. L'IRM, c'est pour le diagnostic positif et puis peut-être pour localiser la fuite. Alors il faut faire une IRM du haut en bas. Voilà, très souvent, on fait une IRM cérébrale et puis après, on complète par une IRM médulaire. Et puis, voilà, il faut savoir faire une IRM d'emblée du haut en bas. Et le blood patch, voilà, moi, je resterai raisonnable sur le blood patch, 20 millilitres. Peut-être un deuxième blood patch. Et très souvent, quand ça ne marche pas, c'est qu'on ne fait pas au bon endroit ou que ce n'est pas la fuite. Et puis, parfois, le traitement, c'est l'embolisation. On pourra en parler avec nos collègues neuroradiologues. Et l'atteinte des paires crâniennes, c'est une urgence. Et donc, attention, il faut savoir la rechercher. Je vous remercie. Et puis, n'hésitez pas, venez tous à Euroneuro. Ça va être super, c'est à Paris et c'est au mois de juin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Thomas. On va passer aux questions. On a un peu de temps. Sous-dural bilatéral, homme jeune, est-ce que tu pars pas directement sur une IRM ? Alors, on pourra en discuter avec notre collègue neurologue, mais ça dépend du contexte, je pense. S'il a tapé la tête... Voilà, s'il n'y a pas de traumato. Voilà, s'il n'y a pas d'histoire clinique typique, je pense qu'il faut se poser la question. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais, nous aussi. Moins de 50 sans chute bilatérale, on y va à l'explo direct. C'est pas normal. Et oui. Moi, j'ai un collègue qui travaille dans une clinique. Ma femme travaille dans la clinique. Il me raconte son histoire. Il me raconte tous les matins, j'ai mal à la tête. Ça dure toute la journée. Quand je me lève, j'ai mal à la tête. Et en fait, il avait vu 10 personnes. Et en fait, c'est évident. Il faut juste je me lève, j'ai mal à la tête. Ça nous parle. Et vous allez voir des malades. Et sa vie est un enfer. Et il a été embolisé, une fistule durale, et c'est fini. Il est guéri. Et donc, je pense que c'est vraiment un diagnostic qui passe à côté de beaucoup de gens. Les généralistes ne connaissent pas cette maladie. Et donc, il faut mettre les gens dans les filières. Et il y a aussi beaucoup de syndromes post-opératoires, en fait, qui traînent. Et puis, il faut remettre les malades dans la filière neuroradiologue, neurochirurgien, parce que c'est eux qui vont les traiter. Oui, merci Thomas. En fait, pour avoir moi aussi un peu réfléchi à cette question, moi j'en suis plutôt arrivé à la conclusion que dans la physiopathe, il y a essentiellement 2 problèmes qui sont importants. C'est le déficit hydrique dans tout le secteur spinal, d'une part, et d'autre part, l'entretien de la fuite. Et en fait, quand on raisonne comme ça, on comprend mieux pourquoi
on peut finalement, comme tu l'as montré, réverser le problème avec simplement du sérum Phi plutôt que du blood patch. Et finalement, je pense que dans le blood patch, ce qui est important, c'est la pression, c'est pas tellement le sang. Probablement, les effets biologiques du sang sont pas si importants que ça. Tu as parlé aussi de l'effet de chasse du LCR, je pense que ça, c'est fondamental. Et finalement, tu dis il faut 20 ml, mais finalement, le déficit, on ne sait pas exactement, il peut être variable d'un sujet à l'autre, et peut-être que 20 ml, ça va être suffisant pour la plupart des cas, mais dans certains cas, et moi, enfin nous, on a publié aussi un patient où on regardait la pique et la pression lombaire, et clairement, quand il fallait injecter clairement plus que 20 ml pour que la pique monte. Et probablement, le déficit hydrique était plus important que ça. Et le deuxième aspect, je pense, c'est aussi un effet de siphon. C'est-à-dire que et c'est pour ça que, parce qu'on ne comprend pas très bien pourquoi finalement ça marche alors qu'on ne traite pas la brèche. Dans un certain nombre de cas, si on a une grosse brèche, c'est clair que le blood patch ne va pas être étiologique, mais dans un certain nombre de cas, ça fonctionne. Et donc, moi, je me demande si ce n'est pas plutôt un effet de siphon de l'espace intratécal vers l'espace épidural. Et finalement, non seulement on met du volume quand on fait un patch, mais en plus on met de la pression. Et le fait de mettre de la pression, finalement, arrête le siphon. Je ne sais pas si tu as des idées là-dessus. Bien entendu, s'il y a un déplacement du cerveau vers le bas, c'est qu'il y a un gradient de pression du haut vers le bas. Clairement, je pense que c'est forcément comme ça. Donc il y a forcément une pression en bas qui est plus basse que la pression en haut. Donc il y a cet effet je pense que quand tu parles de siphon, c'est ce dont tu veux parler. Et en effet, probablement ce gradient de pression, en fait, il s'aggrave quand on change de position. Et en fait, la traction sur les veines, en fait, elle prend. Pourquoi on a plus mal? Enfin, les malades décrivent qu'ils ont très mal quand ils se lèvent, puis après ça se calme un peu. Et en fait, c'est probablement ça. Au moment où ils se lèvent, en fait, ils ont une traction sur les veines qui augmente, puis après, ça se redistribue un petit peu. Donc oui, il y a probablement ça, oui. Ça dépend de la fuite aussi. Il y a tellement de fuites différentes. Donc mais ça, effectivement, tu parles de la céphalée positionnelle, mais pourquoi est-ce que injecter du volume dans l'espace spinal permet de réverser finalement le problème étiologique? Eh ben, probablement, il y a aussi un problème de siphon de l'espace sous-arachnoïdien vers l'espace épidural. Parce que finalement, c'est en injectant en épidural qu'on arrive à réverser le sang total colmate. Si tu cibles la brèche, le sang total va colmater quand même la brèche. Donc il y a un petit effet quand même de. Pas sûr. Alors qui est décrit en cadavérique, qui est décrit, mais il y a probablement cet effet-là. Si tu as ciblé au bon endroit. Mais si tu n'as pas injecté au bon endroit, tu ne vas jamais colmater quoi que ce soit. Mais en tout cas, l'hypothèse pour laquelle ça ne récidive pas après, c'est qu'on a colmaté avec le sang total la brèche. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Hervé. Tu as un petit peu parlé, mais pour le syndrome du trépané, il y a des choses nouvelles à nous donner, parce que là on joue bien sur la tête en bas, les pieds en l'air, c'est un peu archaïque je trouve. Alors nous on a même des systèmes de ventouses qu'on essaie de mettre, ça marche pas avec les pompes. Je sais pas, il y a peut-être des choses magiques à nous proposer. Alors je crois qu'on n'est pas, pour en avoir discuté avec nos collègues, on n'est pas forcément, on a tous chacun nos recettes de cuisine, on n'est pas tous d'accord. Nous on a une tendance à remettre les volets précocement, c'est-à-dire jamais avant le premier mois, parce que là, il y a un risque infectieux bien publié, et entre 1 et 3 mois, nous, on remet les volets, sauf si on ne peut pas le faire pour cause d'infection. Donc, et ça, on sait que le syndrome des trépanés, l'incidence augmente beaucoup après 3 mois. Et donc, probablement qu'en faisant une repose plus précoce du volet, quand c'est possible, ça prévient. Après, quand ça arrive, on a pas mal de patients, quand on les met allongés, en fait, ils se réveillent. Quand on les met assis, ils se rendorment. On les met allongés, ils se réveillent. Et donc, voilà. Donc là, c'est le posturage surtout, je pense, qui marche. Puis après, rapidement remettre le volet. Je pense que c'est le seul traitement qui va pouvoir régler la situation. Mais même des fois, en remettant le volet, ça devient compliqué parce que parfois on a des valves, on a une DVP, une craniectomie, et là, on comprend plus rien en fait. Donc c'est extrêmement compliqué. Donc j'ai vraiment pas de recette. Moi, remettons le volet, essayons de voir comment ça va. Peut-être parfois enlevons les valves quand ça va mieux. Et puis, voilà, y compris les DVP. Il faut savoir enlever les DVP quand ça va mieux. On va passer le micro à l'orateur suivant, Laurent Gergelet, qui est passionné par bien des choses, les pressions de perfusion cérébrale, l'autorégulation cérébrale, et qui va nous parler d'hydrocéphalie externe.
Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, j'ai une passion toute particulière pour le LCR et l'hydrocéphalie externe. Alors c'est un terme, juste un sondage. Qui connaissait cette pathologie avant de lire le programme? Donc une petite moitié, hein, même pas, 25-30%. Alors, en fait, c'est assez logique. Peut-être vous la connaissez en pédiatrie, parce que c'est très connu en pédiatrie, un peu moins chez l'adulte, mais mes conflits d'intérêt avant de commencer, ouais. J'ai un conflit d'intérêt intellectuel comme avec l'autorégulation, parce que c'est une vraie passion et ça fait des années que je m'intéresse à ça. Puis j'ai des conflits d'intérêt avec Atis et Sophisa, et Optima Possi, mais ça, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mes remerciements classiques, toujours les mêmes. Payen, Fauvage, Manet qui est dans la salle, et puis l'équipe de Cambridge, parce que j'ai passé 1 an à travailler là-dessus à Cambridge. Et puis une nouvelle photo de Monsieur Payen, du week-end, en direct live. Il est dans la salle ou pas? Elle est pas mal, Jean-François. Donc c'était ce week-end. Hein. Voilà, donc les hydrocéphalies en réanimation, il y en a plusieurs sortes, on va aller très vite là-dessus, vous connaissez tous. On va les séparer en deux catégories, les non communicantes qui sont, que bon, vous connaissez, je ne vais pas vous faire cet affront, et puis les hydrocéphalies communicantes par trouble de résorption. Et là, on va avoir ce cas nosogologique particulier qui est l'hydrocéphalie externe, qu'il ne faut pas confondre avec l'hygrome. Parce que vous connaissez tous l'hygrome, c'est tout le temps dans les comptes rendus de scanner, et en fait, c'est 2 choses complètement différentes, je vais essayer de vous expliquer. Comment j'ai découvert ça? Je vais vous faire l'historique parce que c'est intéressant de voir comment je suis allé sur ce raisonnement. En fait, c'est en 2010, au CHU de Saint-Étienne, ils ont acheté un nouveau PAX et il y avait cette capacité à comparer automatiquement les images en recalant sur les os. Et donc, on était parfaitement alignés. Et une patiente, une Sud-Africaine, qui était venue voir le musée Le Corbusier à Firminy, elle s'était pris un bus, parce qu'en Afrique du Sud, on roule à gauche, et donc elle a regardé du mauvais côté, elle s'est pris un bus, elle arrivait en réa avec un Glasgow qui était autour de 10-12, et puis elle s'est aggravée secondairement, au 3e jour, avec une pique qui est montée à 40, on lui fait le scanner, on tombe là-dessus. Donc moi, je connaissais pas l'hydrocéphalie externe, et puis bêtement, je dis au neurochirurgien de garde, je dis, mais j'ai l'impression que c'est une hydrocéphalie, mais externe, en dehors des ventricules. Et il me dit, mais ça existe que chez l'enfant. Et puis on discute, et puis quand même, il me dit, bah écoute, t'as qu'à lui faire une PL, on verra bien si ça l'améliore. Et puis on lui a fait une PL, et la pique est passée de 40 à 5. Et donc on s'est dit, ça l'a amélioré. Et donc finalement, on lui a mis une dérivation. Et ça a fait le lit d'une petite série de 5 malades qu'on était allé présenter à ICP 2013 avec Romain. Donc là, on s'était pris quelques tomates, parce que faire des ponctions lombaires chez le patient en HIC, ça ne plaisait pas beaucoup. Mais on a quand même persévéré, ce qui nous a permis d'en reparler dans différents congrès. Et moi, ce qui m'a convaincu, c'est que j'ai croisé ce type-là, il s'appelle Klarica, c'est un biophysicien croate, qui lui s'est amusé à mettre des chats sur des modèles, avec de mesurer la pique un peu partout, dans tous les sens. Donc toutes ces questions qu'on se pose sur la position, sur l'évolution de la pique en fonction de la position, il a bien détaillé tout ça dans ses papiers. Et en fait, quand on lit Klarica, ça devient beaucoup plus clair. Je vais essayer de vous synthétiser tout ça. Et pourquoi je vous le présente? Parce que lui, il m'a parlé des têtes coupées. Alors, c'était des têtes de chat à l'époque. Et il me dit, quand tu coupes la tête du chat à la fin de la manip, il n'y a pas de fluide. Il n'y a rien qui coule. Ni sang, ni LCR. Et donc, il m'a dit, c'est la section curve, il a appelé ça la section cup, pardon. C'est-à-dire une espèce de cloche qui aspire et qui retient les fluides et le cerveau dans la tête. Ça continue à mouliner dans ma tête. Et puis, on a pas mal discuté avec Romain. Finalement, on a montré, en 2015, on a allé présenter notre série de 33 patients qu'on avait fait avec Montpellier, Annecy et Saint-Étienne, où on avait mis des DLE dans des patients qui avaient des signes d'hydrocéphalie externe, donc une accumulation de LCR autour du cerveau, et qui avaient une HIC réfractaire, dont certains, une partie, la moitié, il me semble de mémoire, avaient une DVE. Donc c'était DVE, malgré ça, ils développaient une collection de LCR autour du cerveau, et on a mis des DLE à ces patients, et on a montré que ça diminuait la pression. Et donc en 2016, on avait présenté ça à Marek Chosnica à Cambridge, et qui était bien intéressé par le sujet. Donc en 2017-2018, j'ai passé 1 an là-bas, et j'ai repris toute la base de données de Cambridge sur 50 traumas crâniens, et j'ai regardé combien de patients avaient des hydrocéphalies externes dans cette population de traumatisés crâniens. Et on a fait donc après un papier qui a présenté ça. Et puis entre-temps, on rentrait d'un congrès avec Romain, et puis on a ce patient. Donc moi, c'était que sur des malades graves, les séries que je vous présente. Et puis ça, c'est un patient qui n'était pas grave du tout. Il était en chambre de neurochir. Et il attendait sa place en EHPAD parce qu'il avait été victime d'un traumatisme crânien modéré, Glasgow 13-14. Il avait fait 24 heures aux soins. Puis il était remonté dans sa chambre. Et puis il s'était dégradé petit à petit. Et au scanner, il y avait ça. Du LCR tout autour du cerveau.
Et on lui a fait une ponction lombaire, on a mesuré la pression, elle était à 30, et donc c'était à nouveau une hydrocéphalie externe, on lui a fait une ponction lombaire déplétive. Et pour la petite histoire, et c'est pour ça qu'on a publié ce cas clinique, parce qu'on l'a suivi pendant 5 ans, et au bout de 3-4 ans, il a développé une hydrocéphalie secondaire, et Romain l'avait valvé, et ce qui lui avait permis de retourner se balader avec son âne et ses copains. Et puis en 2021, j'ai fait la même chose que j'avais fait à Cambridge avec une interne à Saint-Etienne sur l'hémorragie méningée. Et je vais vous présenter tout ça, les résultats qu'on a trouvés. Et donc aujourd'hui, on en est à vous parler de ça ici, ce qui est pour moi très sympathique de pouvoir vous montrer ce qu'on a fait et essayer de vous sensibiliser à cette pathologie. Et comme je m'en doutais, elle est encore méconnue. Et puis je vous convie à 2025 à Toulouse pour hydrocéphalus, parce que je sais qu'Eric Schmitt a prévu de parler d'hydrocéphalie secondaire, donc je pense que c'est un sujet qui vous intéresse tous. Alors c'est quoi l'hydrocéphalie externe? En fait, c'est pas moi qui l'ai découvert, puisque ça date de 96, les premiers papiers dans la littérature sur ce sujet. Je passe très vite, mais globalement, ils disent que c'était dans des patients qui étaient victimes d'HSA, qui avaient été opérés, et ils disaient de faire attention que c'était peut-être pas une pathologie qui était que de pédiatrie, et que ça pouvait arriver chez l'adulte. Et il présentait un cas d'hydrocéphalie externe d'accumulation de LCR avec ce symptôme classique là, de décollement et d'issue de LCR entre les hémisphères qu'on voit régulièrement en post-traumato, une espèce de collection interhémisphérique de LCR. Et puis il y a ce papier de 98 aussi qui en parle et qui a déjà bien compris le mécanisme de troubles de résorption qui sont derrière. Et puis, il conclut pareil en expliquant qu'il faut faire attention, que c'est un cadre nosologique qui existe probablement chez l'adulte. Pour moi, ce papier est très important. C'est 2006. C'est une équipe coréenne qui a essayé de montrer la différence entre un hygrome et une hydrocéphalie externe, en mesurant la pression à l'intérieur de la collection au moment de l'évacuation et en séparant bien dans 2 cadres nosologiques, un cadre qui est l'hygrome, qui est en fait une collection dans un espace qui n'existe pas, il y a des schémas qui détailleront tout à l'heure, et une collection par excès de LCR qui, elle, est à haute pression parce que le cerveau n'est pas capable de s'adapter en éliminant un compartiment qui est liquide céphalorachidien. Quand vous avez un sous-dural énorme, vous savez très bien que la purge de LCR est massive et donc que la pression n'est pas très haute. Donc il montre qu'il y a vraiment des patients qui ont une collection à haute pression et il les considère comme étant external hydrocéphalus, et les patients à pression normale qui sont des patients qui en fait ont des hygromes par développement de collection sous-durale. Et à la fin, dans la conclusion, et c'est important, il explique que ces 2 pathologies sont complètement différentes et qu'elles ont un traitement qui est à l'inverse, c'est que si on applique le traitement d'hydrocéphalie externe à l'hygrome, on va l'aggraver, puisqu'on va enlever du LCR alors qu'il n'y a pas de problème d'excès de LCR, et on va laisser de la place à la collection de sous-durale pour grossir. Voilà, donc ça c'est un autre papier de 2014 qui reprend aussi la différence entre hydrocéphalie externe et hygrome. Alors pour les réanimateurs, parce que moi j'ai eu quelques soucis d'anatomie quand je me suis intéressé à ça. Le LCR il est où? Il est sous-arachnoïdien, il est sous-dural. C'est des choses qu'on n'a pas vraiment dans la tête. Donc avec Romain, on avait fait des schémas pour simplifier le concept. Donc ça, tout le monde connaît. Il y a l'os, la dure mère, l'arachnoïde qui est collé à la dure mère, et cet espace sous-arachnoïdien qui est complètement libre, c'est dans lequel se diffuse le sang au moment des hémorragies sous-arachnoïdiennes, et les ventricules à l'intérieur du cerveau. Et donc, quand on a un sous-dural, c'est un décollement de l'arachnoïde avec une issue de sang entre la dure mère et l'arachnoïde. Donc c'est un nouvel espace qu'on crée, et on va avoir la possibilité de purger son LCR parce qu'il n'y a pas d'atteinte du compartiment LCR, il n'y a pas de trouble de résorption dans cette pathologie, et donc le patient va pouvoir faire de la place en enlevant du LCR. Et ce sous-dural, en vieillissant, cet espace qui a été créé, il va se liquéfier, il va donner un hygrome, qui est donc une collection qui est extra-arachnoïdienne et sous-durale, et qui n'est pas sous-arachnoïdienne. Et donc, à contrario, quand on a un trouble de résorption du LCR, on va avoir une augmentation du volume sous-arachnoïdien, donc ça va dilater les espaces sous-arachnoïdiens, écarter le cortex, les sillons corticaux, et par définition, étant donné qu'on a un trouble de résorption, la taille des ventricules va rester identique, et pour autant, on aura cette collection importante autour du cerveau, avec l'impression que le cerveau flotte dans une collection liquidienne. Mais vous voyez, la différence par rapport à l'hygrome, où il y a une disparition totale des sillons corticaux, vous avez un respect des sillons corticaux avec du LCR qui vient s'insinuer à l'intérieur du cortex. Alors ça paraît anodin, mais en fait ça c'est un papier de pédiatrie qui a modélisé le volume que ça représentait, et en fait quand vous mesurez
le volume total de LCR, donc il y en a une partie dans les ventricules et une partie qui est non négligeable autour du cerveau, parce que même si l'épaisseur est fine, il y a une quantité importante, il y a une surface importante, et donc au total, on a dans les espaces sous-arachnoïdiens 168 cm3 dans leur modèle. Et ils montrent quoi? Ils montrent que si on augmente de 2 mm l'épaisseur de LCR, ça reviendrait à augmenter de 100 ml le volume des ventricules. Donc en fait, quand vous avez une augmentation de 2 mm de l'épaisseur de LCR autour du cerveau, c'est comme si vous aviez une énorme ventriculomégalie que vous ne voyez pas. Alors vous la voyez pas bien parce que c'est déjà une zone qui est difficile à explorer, parce qu'au scanner, en fait, cette épaisseur de l'os, ça bave. C'est-à-dire qu'en fenêtre parenchymateuse, votre os est très brillant. Il y a des effets d'artefacts qui font que l'épaisseur est surestimée et ça vient grignoter l'analyse de la surface sous l'os. Et donc, en fait, probablement qu'on a du mal à mettre en évidence cette pathologie parce que les premiers millimètres d'épaisseur, on ne les voit pas forcément au scanner, en particulier sur les fenêtres parenchymateuses. Là, j'avais fait un petit montage. C'est quand vous regardez en fenêtre parenchymateuse, vous avez l'impression que ça fait 5 mm d'épaisseur. Et quand je retire la vraie épaisseur de l'os que je me mets en fenêtre osseuse, ben ça rajoute 2 mm d'épaisseur qu'on ne voit pas parce qu'ils sont masqués par les artefacts de l'os en fenêtre parenchymateuse. Donc 2 mm, je vous rappelle, c'est la différence qu'il y a entre les deux figures en termes d'épaisseur. Et vous savez que, bon, ça, la courbe de Langevin, c'est pas la peine de vous la détailler, mais une centaine de millilitres de LCR, c'est énorme, quoi, en termes de répercussion sur la pression. Donc si on prend la différence entre l'hygrome et l'hydrocéphalie externe, vous voyez que ces images, il n'y a pas de ventricule, il n'y a pas de sillon. Là, on voit les ventricules qui ont une taille respectée et des sillons qui sont très visibles. Alors c'est un exemple, c'est un patient qui rentre avec une pique à 10. Alors lui, il a un mélange des deux, il a un sous-dural ici. Et puis vous voyez qu'à J7, regardez l'aspect de la collection sous-arachnoïdienne. Ici, on voit également qu'elle se diffuse. Il y a une issue de LCR entre les hémisphères. Et en fait, ça, c'est lié à un trouble de résorption avec une pique qui est à 30 chez ce patient. Enfin, c'est le même patient, hein, mais à une semaine d'écart, il y a une pique qui a explosé alors qu'on n'a pas d'aggravation parenchymateuse. Donc ça, ce patient, quand vous le mettez en fenêtre, en coupe sagittale, vous voyez qu'il y a une collection de LCR qu'on voit très bien ici, qui n'existait pas à l'entrée. On lui fait la ponction lombaire, c'est l'image que vous a montré Hervé tout à l'heure. Donc la pique est élevée, autour de 30-35. On le met sur le côté, il a 42 piques sur le côté. On fait la ponction lombaire, il tombe quasiment à zéro. Ça, c'est une échelle très courte, 16h30, 17h15. Quand je remets en fenêtre plus longue, vous voyez que la pique, elle va remonter au fur et à mesure que le LCR resécrète son LCR. Le patient, il sécrète 20 ml par heure. Donc, quand vous avez enlevé 30 ml au bout d'une heure et demie, il a déjà tout remis. Et donc, à moins que vous ayez créé une brèche, qui pour le coup est salvatrice dans ce cas-là. Mais vous voyez que ce patient, au bout d'un moment, il est revenu avec une pique élevée. Donc, il faut lui mettre un cathé de DLE si on veut que le traitement perdure. Là, on lui a mis son cathé de DLE, donc le 17. Et vous voyez que le 22, la collection a disparu en sagittal. C'est vrai que c'est une coupe qui est intéressante pour voir la différence et suivre le traitement. Donc ça, c'est la série qu'on avait publiée de 33 patients, avec la pique était autour de 20-25 avant la DLE, avec une pique qui est normalisée. Alors, faut faire attention, parce qu'effectivement, si on met des DLE chez des patients qui n'ont pas d'hydrocéphalie externe, pas de trouble de résorption, on va faire des catastrophes, hein, parce que le but, c'est d'enlever la cause de l'hypertension intracrânienne. Dans un trouble de résorption, c'est l'excès de LCR qui est la cause. Et donc, ce qu'expliquait Romain tout à l'heure, il faut bien mesurer le gradient, parce que quand vous commencez à évacuer, si vous voyez votre pression lombaire diminuer, alors que la pression intracrânienne ne baisse pas, c'est que vous n'êtes pas en train d'évacuer la cause de votre trachée sustentorielle, et vous allez à la catastrophe. Donc c'est très sécure. Si la première fois que vous le faites, vous faites ça avec une aiguille de pelle pour pas avoir un trop gros trou. Vous montez une tête de pression dessus et vous pouvez vérifier que en baissant le niveau de pression au niveau du LCR, vous avez bien une baisse au niveau sustentoriel. Voilà, donc après, moi, j'ai essayé de voir un peu l'épidémiologie de ça en allant faire un an à Cambridge. Et donc, l'objectif, c'était de reprendre tous les traumas crâniens sur 3 ans, de regarder lesquels développaient des signes d'hydrocéphalie au scanner, et après de regarder les répercussions sur la pique, parce qu'à Cambridge, ils ont tout le monitorage en continu. Donc, il y avait une double lecture des scanners pour vérifier qu'on était d'accord sur le diagnostic d'hydrocéphalie. Et ensuite, j'ai comparé le devenir des patients qui avaient un groupe, qui avaient développé une hydrocéphalie avec ceux qui n'avaient pas développé d'hydrocéphalie externe.
Donc au final, j'ai eu 102 patients analysables, j'ai enlevé les craniectomies, on pourra en reparler après si vous voulez. Il y avait 31 patients qui avaient une hydrocéphalie externe, donc c'est quand même 30% des patients qui développent des signes d'accumulation de LCR autour du cerveau, quand on les regarde précisément, et on avait 71 patients qui n'en avaient pas. Au final, pour aller assez vite, globalement, ils sont très comparables au départ en termes de population. J'ai des patients qui sont un peu plus vieux dans le groupe hydrocéphalie externe, mais on sait que c'est un facteur de risque de troubles de résorption. Et on a surtout des quantités de sang, le Helsinki score et le Stockholm score, c'est des scores de gravité skénographique. Et en fait, dans les deux cas, il y a une partie du score qui est liée à la quantité de sang présente au moment de l'accident. Et les deux étaient très en faveur, enfin très augmentés dans le groupe qui développait une hydrocéphalie externe. C'est un facteur de risque d'avoir du sang dans le LCR, de développer un trouble de résorption du LCR. Voilà, ça c'est ce que je viens de vous dire à l'oral. Donc ça a augmenté le risque ratio de 2,5. Les conséquences sur la PIC. Alors globalement, j'ai pas beaucoup de patients qui avaient des enregistrements de PIC complètement analysables, mais ce qu'on peut dire, c'est que les patients qui développent une hydrocéphalie externe, ils ont tendance à avoir des pressions intracrâniennes qui continuent à augmenter à J3, alors que dans le groupe qui n'en développe pas, ils ont plutôt tendance à baisser, ou en tout cas à ne pas augmenter leur pression. Et quand on a posé le diagnostic, la PIC est plus élevée après le diagnostic qu'avant. Donc c'est ces patients qu'on a tous vus en réa qui se dégradent secondairement avec une HIC qui n'est pas présente à l'entrée et qui s'installe doucement dans les jours qui suivent. Et en termes de pronostic, c'est des patients qui vont avoir une durée de séjour plus longue en réanimation, qui sont plus longtemps ventilés, qui vont être plus souvent trachéotomisés, qui vont avoir beaucoup plus souvent besoin d'un shunt d'une dérivation définitive, et qui vont avoir, ça va avec la dilatation ventriculaire, et on a un petit effet sur les survivants, sur le score GOS, alors que les gravités des deux groupes étaient comparables à l'admission. Donc, quelle est l'hypothèse physiopathologique qui est derrière? Parce que à chaque fois que je présente ça, on me dit mais pourquoi la DVE ne marche pas et pourquoi il développe cette accumulation de LCR? L'hypothèse, elle va reprendre un peu la synthèse de tout ce qu'on s'est dit sur l'hypotension intracrânienne. C'est la pique et la position. C'est pas simple comme sujet. Juste pour revenir aux fondamentaux, et ça va bien avec tout ce qu'on a dit depuis ce matin, c'est qu'il faut toujours se rappeler qu'on sécrète 20 ml par heure, que la résorption de LCR, même si elle est lymphatique qui joue dans la vision un peu classique de la résorption du LCR, elle va se faire à travers la granulation arachnoïdienne, et que c'est la résistance à l'écoulement et à la résorption du LCR va conditionner le débit de nos granulations. Et en fait, globalement, le moteur de cette résorption, c'est la différence de pression entre la pression qu'il y a dans le secteur sous-arachnoïdien avec le secteur veineux. Donc quand vous nous avez décrit la mesure de pression intraveineuse du sinus sagittal qui est très corrélée à la pression intracrânienne, c'est logique parce que c'est l'équation de Dawson, ça a été décrit il y a très longtemps, c'est le moteur, donc effectivement ce qui conditionne la pression intracrânienne, c'est la pression dans le sinus veineux. Donc si on mesure la pression dans le sinus veineux, on est très proche de la pression intracrânienne. Donc si vous avez une augmentation des résistances, le débit de résorption va diminuer, ou en tout cas vous allez être obligé d'augmenter votre delta de pression. Donc ça explique que quand il y a un encrassement des granulations arachnoïdiennes, vous êtes obligé d'augmenter la pression pour assumer la résorption de vos 20 ml par heure qui sont de toute façon sécrétés quoi qu'il arrive. Et d'où le développement d'une hyperpression intracrânienne. Alors ce moteur de la résorption du LCR est d'autant plus puissant qu'on est en position verticale. Ça, c'est un vieux papier japonais. Ils avaient laissé des capteurs de pression dans le sinus veineux sagittal, enfin au niveau de la confluence en arrière, et ils avaient, après la chirurgie, mis les patients entraînés à Limbourg jusqu'en position debout. Et vous voyez que la pression dans le sinus veineux, elle est complètement corrélée, comme une colonne d'eau, à la pression à la position de la tête. Et donc vous avez des pressions au niveau du sinus sagittal qui sont estimées entre moins 20 et moins 25 mm de mercure. Et donc quand je reprends les moteurs de ma résorption, c'est le delta de pression qui va conditionner la résorption du LCR. Et ce qui explique que 90% de la résorption du LCR, enfin la grande majorité de la résorption du LCR, elle se fait quand on est en position verticale. Pourquoi? Parce que si vous reprenez ce schéma qui essaie de résumer l'impact de la position sur la pression intracrânienne, en fait, quand vous êtes en position horizontale, vous avez une répartition homogène de votre LCR, et puis quand vous commencez à vous lever, vous avez une migration du LCR dans le cul-de-sac dural, qui est une espèce de vase d'expansion du système cérébrospinal, et ce vase d'expansion fait qu'on va avoir une déplétion de LCR
au niveau cérébral et donc une baisse de la pression intracrânienne. Mais cette baisse de la pression intracrânienne, quand on la mesure en fonction de la position, elle est bien moindre que la pression dans le sinus veineux, parce que le sinus veineux, lui, se comporte comme une colonne, comme un système ouvert. Il est ouvert sur le cœur, et donc il y a une chute d'eau, et cette pression du côté veineux, c'est exactement la hauteur d'eau entre votre sinus veineux et votre cœur. Alors qu'au niveau du LCR, la chute du LCR dans le cul-de-sac dural fait qu'au bout d'un moment, le cul-de-sac dural est plein. La migration de LCR depuis la tête vers le bas ne se fait plus. Et donc, il va apparaître une augmentation du gradient entre la pression veineuse qui règne dans le sinus, donc où les granulations arachnoïdiennes sont, et dans le LCR, et donc une augmentation du débit de résorption de vos granulations. Et donc tout ce que Thomas a expliqué sur l'hypotension intracrânienne, en fait, c'est lié au fait qu'il manque de LCR dans le système globalement, et donc votre cul-de-sac dural, il se remplit, mais il n'est pas encore plein que vous avez continué à en faire chuter depuis votre cerveau, et donc vous allez créer des hypotensions intracrâniennes majeures qui vont être responsables des tractions veineuses et donc des douleurs. Et donc le débit de résorption du LCR, il est d'autant plus important qu'on est en position verticale. Et là, ça va boucler avec ce que m'avait expliqué Clarika, la suction curve. C'est-à-dire que la suction curve, votre cerveau, en fait, il n'est pas posé dans la boîte crânienne, il ne flotte pas dans la boîte crânienne, il est suspendu à la voûte crânienne, ce qui explique aussi le syndrome du trépané, parce que comme il n'y a plus de peau, en fait la peau elle est aspirée par cette voûte, et c'est en fait le cerveau il est en position physiologique, il flotte et il est suspendu à la voûte crânienne, et j'aime bien prendre l'image du poumon, en fait le poumon est suspendu à la paroi, comme le cerveau est suspendu à la voûte crânienne, et ça explique la physiologie, enfin les mécanismes quand on manque de LCR. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça pour expliquer le mécanisme de l'hydrocéphalie externe. En fait, cette position verticale, en réanimation, on l'a pas. Et si je remets le graphique ici, c'est bien en position verticale, donc quand le patient est à 90 degrés, qu'on a le maximum de gradient entre le sinus veineux et l'espace arachnoïdien. Et donc c'est là où la résorption est maximale. Et quand le patient est en position 0 ou 30 degrés, il n'y a pas de gradient de pression important. Et donc il y a la cavité, enfin dire le secteur où le LCR a tendance à s'accumuler, c'est l'hypothèse, c'est juste à l'endroit où il devrait se résorber si on avait des moments où il était en position verticale. Et d'ailleurs, moi je travaille maintenant souvent en SRPR, et les patients, on a l'impression que quand on commence à les verticaliser, eh bien, cette hydrocéphalie qui peut être encore externe quand ils arrivent en rééducation, en la phase toute initiale, parce qu'ils font encore très peu de fauteuil, quand on commence à les mettre très longtemps au fauteuil et qu'ils passent une majorité de la journée au fauteuil, eh bien, cette suction curve se remet en action et donc ça tire sur le cerveau, ça purge les espaces sous-arachnoïdiens et là, ils dilatent leur ventricule. Bon, on pourra en discuter, parce que ça reste une hypothèse. Il y a juste un cas nosologique qu'il faut détailler, c'est que des fois on a une confusion ou une association à la fois de l'hygrome et de l'hydrocéphalie externe, et ça probablement c'est en lien avec des déchirures de l'arachnoïde qui font que le LCR va se balader à la fois dans l'espace sous-arachnoïdien et dans cette nouvelle cavité qui a été créée par l'hématome. Donc ça c'est des exemples avec un patient qui peut avoir l'association des deux. Voilà, ça c'est... Bon, après le LCR, il va comme la flotte, toujours à l'endroit où c'est le plus facile, et comme les espaces sous-arachnoïdiens sont libres, il a tendance quand même à se balader dans les espaces sous-arachnoïdiens avant d'aller dans des cavités artificielles. Voilà, ça c'était un autre exemple avec une association de hygrome et d'hydrocéphalie externe, et il me semble qu'il y avait une IRM. Peu importe. Celui-là, c'était sous-dural, avec évolution vers un hygrome d'un côté, et de l'autre côté, on voit qu'il n'y a pas du tout le même aspect avec les sillons qui sont bien respectés, mais par contre, un décollement qui est en faveur d'une hydrocéphalie externe. Et puis, un autre élément important, c'est que des fois, on voit de l'air dans ces cavités quand on pose le capteur de pic. Vous ferez attention sur les scanners, des fois il y a des petites bulles d'air qui s'accumulent au milieu de ces décollements. Et ça, c'est un argument très fort aussi pour dire que c'est bien une cavité naturelle, donc l'espace sous-arachnoïdien, parce que l'air diffuse librement, il vient se stocker en antérieur. Et là, on voit bien la différence d'un côté avec un hygrome à l'IRM, et de l'autre côté, on voit le LCR qui s'insinue dans les sillons sous-arachnoïdiens. Voilà, ça, c'est la bulle d'air qu'on voit. Je le voyais souvent sur la série à Cambridge. J'ai plusieurs malades qui ont des bulles d'air dans des collections de sous-arachnoïdiennes d'hydrocéphalie externe.
Ça, c'est le syndrome du trépané. Donc, c'est intéressant parce que ce patient, donc, il a clairement un défaut de résorption parce que d'avoir une dépression cutanée, c'est normal. Avoir trop de LCR, c'est anormal. Et le patient il développait à la fois un trouble de résorption d'un côté avec une accumulation de LCR ici. Et quand ils ont drainé la collection d'un côté, ça a mis de l'air de l'autre côté. Donc, tout communique, en fait. Donc, dernier point, c'était l'hémorragie ménagée. Donc, ça, c'est pas publié encore. C'est une thèse qu'on a fait. C'est le docteur Laurent Chelvé qui a fait ça à Saint-Etienne en 2021. Elle a passé sa thèse. On a refait le même design que l'étude que j'avais fait à Cambridge. Et on a montré que dans l'hémorragie ménagée, c'est encore plus fréquent, puisqu'on avait 43 patients qui développaient des signes à minima d'hydrocéphalie externe. Et pareil, avec des éléments intéressants en termes de pronostic, puisque les patients, au total, avaient développé plus d'hydrocéphalie secondaire, avec 42% de cette population qui bénéficiait d'un shunt derrière, contre 9% dans l'autre. Et là, vous voyez l'effet sur le pronostic fonctionnel. Il n'y a rien de très significatif, mais c'était juste pour montrer qu'on a une tendance quand même à des patients qui évoluent un peu moins bien derrière. Voilà, donc au final, l'hydrocéphalie externe, moi je dirais que c'est une longue histoire qui probablement ne fait que débuter parce que c'est quelque chose qui est décrit depuis longtemps et qui est méconnu encore aujourd'hui, la preuve. C'est quand même quelque chose qui semble dégrader le pronostic des patients à court et long terme, qui augmente le risque d'hydrocéphalie secondaire, qui paraît pas du tout exceptionnel. Il y a un rationnel physiopathe que j'ai essayé de vous expliquer. En 5 minutes, c'est pas simple, mais si vous avez des questions, je répondrai avec plaisir. Ça peut être traité par un drain lombaire. C'est pas l'apanage du traumatisé crânien. C'est largement méconnu et il y a probablement plein d'autres caractéristiques. Pour finir, je vous propose des dessins de Romain, qui a fait un petit résumé de la pathologie. Donc, c'est le TBI, ça donne soit un hygrome, soit une hydrocéphalie externe. Ça peut aussi, mixer les conditions, être perturbé par l'atrophie. Et il termine en disant le traitement, c'est hygrome, ça s'observe, l'hydrocéphalie externe et le doute ou le migraine, enfin associé à un hygrome, ça s'évacue. Et l'hydro externe pur, c'est le drainage lombaire externe. Voilà. Un petit temps pour les questions. Jean-François. On est tous un peu stone, mais au tout début, quand tu nous dis qu'il y a un problème de résorption dans la production du LCR qui est constante, etc., et il y a un problème de la résorption, donc les granulations de Paccioni, et parce qu'elles sont lésées par le trauma, parce qu'elles ne marchent pas parce qu'il y a du sang. Qu'est-ce qui est derrière ça? Et en parallèle de ça, les granulations, comme tu l'as dit, elles sont sur le sinus longitudinal, ou alors ça a changé? Non. Donc, est-ce qu'il y a nécessairement une pathologie qui intéresse anatomiquement cette région-là, ou on peut retrouver ça dans d'autres... Moi, mon sentiment, c'est que c'est le sang qui explique tout, parce que dans la série de Cambridge, en fait, c'est le sang qui est le facteur de risque numéro 1. Il y a un autre ratio à 3 ou 4 sur la quantité de sang quand on a les scores de Stockholm qui sont élevés. Et on le retrouve avec l'HSA, c'est la présence de sang. Plus il y a de sang, plus le Fisher est élevé, plus ils font d'hydrocéphalie externe. Et les granulations, elles sont encrassées, comme disait Bertrand Fauvage, c'est la peau de lait au fond de la passoire quand on passe le lait. Une fois que la passoire elle est encrassée avec la peau de lait, elle passe plus le lait. Donc là, une fois que les granulations sont encrassées par les globules, elles passent plus le LCR. Il n'y a plus de crème dans le lait maintenant, hélas. Il y avait une autre question, Pierre? C'est peut-être une question bête, mais si l'hydrocéphalie externe est bien dans les espaces sous-arachnoïdiens, pourquoi est-ce que la DVE ne fonctionne pas? C'est une bonne question, parce que je n'ai pas bien la réponse. Ce qui est sûr, c'est que le LCR, une fois qu'il est accumulé à cet endroit-là, moi j'ai plein d'exemples en tête de DVE inefficaces. Alors, est-ce que c'est parce que le LCR a du mal à faire la marche arrière à travers le système ventriculaire, en sachant que physiologiquement, il n'est pas fait pour ça? Peut-être. En tout cas, c'est sûr qu'on a
je crois de mémoire, je sais plus, c'est 30 ou 40% des patients qui avaient déjà une DVE dans ceux à qui on a mis une DLE dans la série de 33 patients. Donc c'est pas du tout exceptionnel, et c'est un peu le message, c'est-à-dire que quand vous avez une HIC qui reste réfractaire, plusieurs patients, c'était la crâniectomie, hein, on en était à ce stade-là, et en regardant précisément le scanner, on a vu que les citernes de la base étaient libres, et on a à ce moment-là mis une DLE qui a fonctionné. Alors je dis pas que ça marche à tous les coups, mais quand même c'est assez bluffant quand tu es en maximum thérapeutique, que en plus d'expérience, l'osmothérapie marche très mal chez ces malades, parce qu'en fait c'est pas un problème d'œdème parenchymateux, c'est un problème d'excès de flotte. Et donc c'est aussi un argument indirect. Quand l'osmothérapie marche pas bien, c'est un argument indirect pour dire que c'est un problème de LCR. Alors on en a fait un ou deux, mais ça marche, mais... Ouais, ce que dit Romain, c'est que le tuyau, quand le cerveau vient se plaquer, souvent après il est plus fonctionnel. Après, on a vraiment l'impression qu'il y a une espèce de cercle vicieux qui se met en place, parce que les durées de DLE sont courtes. C'est moins de 5 jours. Hein. Et ça remet les patients après s'améliorent. Alors, est-ce que c'est parce qu'on les reverticalise plus vite? Est-ce qu'il y a d'autres phénomènes? Mais en tout cas, on a l'impression que c'est quelque chose qui est réversible à la phase aiguë, mais par contre qui fait le lit des troubles de résorption secondaire. Ça veut dire que si on n'a pas la pression intracrânienne, la mesure de la pression intracrânienne, et qu'on est dans les deux... soit en hygrome ou hydrocéphalie externe, finalement, on n'a pas beaucoup de moyens de savoir quel est le diagnostic et quel est le traitement à apporter. Donc, ça veut dire qu'il va falloir faire un drainage lombaire, mesurer la pression avant de laisser son drainage lombaire. Et si la pression est normale, on va évacuer l'hygrome. Si la pression est élevée, ça veut dire qu'on met notre drain lombaire. Parce qu'en pratique... En pratique, la prise de pression en lombaire est importante. Ouais. Le cas clinique que tu avais montré, là, le patient était Glasgow 13, donc on n'avait pas de mesure de pic, on lui avait fait un Doppler. Ouais. Et le Doppler était franchement pathologique avant l'APL, et on avait retiré genre 20 ml de LCR et on avait normalisé le Doppler. Alors on peut aussi faire une fonction lombaire soustractive et voir si, plutôt que mettre un drain lombaire, et voir si ça la mais ça c'est une très bonne remarque. Moi je pense que quand on veut se lancer dans ces histoires-là, il vaut mieux commencer par des PL. Parce que c'est moins dangereux. Quand on met les drains la première fois, on peut se faire très peur, surtout dans les HSA, parce que le LCR est excessivement rouge, et quand il y a de la pression, ça fait bizarre. Et l'aiguille est tellement grosse que ça fait des flots impressionnants. Et donc l'APL, c'est beaucoup plus safe. Ça permet de vérifier l'hypothèse, que la pression est élevée, et de vérifier que quand je soustrais le liquide, j'ai bien ma pique qui baisse. Et pour reprendre ta question sur la différenciation entre hygrome et hydro-externe, quand même, au scanner, tu as des petits signes assez fins qu'on avait décrits, et en particulier ce LCR qui vient s'insinuer entre les deux hémisphères, et ces sillons corticaux qui sont beaucoup trop gros, enfin beaucoup trop visibles par rapport à la pression intracrânienne que le patient a. Normalement, quand on a 30 de pression intracrânienne, on n'a plus de sillon. On a déjà tout purgé, donc quand c'est de l'œdème. C'est pas facile de convaincre les choses. D'où l'APL. L'APL, tu es autonome, tu n'as pas besoin... Mais des fois, alors ça c'est une bonne remarque aussi, hein, des fois quand tu poses la pique, ça traite le malade. Ouais. Oui. Ouais. Mais ça c'est, enfin le scanner est un mauvais examen pour mesurer la pique, on le sait quand même ça. Il y a de la littérature. Oui, il n'y a pas de corrélation au scanner, image scanner et pique, c'est très mauvais, très mal corrélé. Oui. Alors la DLE c'est un traitement de secours. Le but c'est de la laisser pour contrôler la pique. Après tu verras quand tu vas commencer à en mettre, tu la mets, la pique est normalisée, tu réveilles le malade. Et moi la DLE tu la mets haute hein, pour pas qu'elle donne trop. Moi je les mets à plus 20 chez ces patients. Hein. Le but c'est pas de les mettre à 5 de pique. Le but c'est juste d'éviter d'aller à la craniectomie parce que tu es au maximum de ce que tu peux faire. Et souvent, d'expérience, je ne sais pas ce qui se passe et pourquoi ils arrêtent de monter leur pression une fois que tu as commencé à drainer, mais globalement, ils s'améliorent très vite. Parce que c'est vraiment qu'un problème de liquide, en fait. Ce n'est pas un problème d'œdème ou autre chose. C'est des patients qui ont trop de liquide dans la tête. Bon, merci beaucoup Laurent. Je vous propose de passer à la dernière présentation
de l'après-midi avec le docteur Federico Cagnazzo du CHU de Montpellier, qui est neuroradiologue interventionnel et neurochirurgien. Je suis neurochirurgien à la base. Neurochirurgien à la base, très bien. Je travaille en neuroradiologie interventionnelle. Alors j'ai quelques vidéos, donc je pense que j'ai besoin d'interagir pour les rendre fluides. Soit je me mets là, si je ne dérange pas. On peut faire le switch. Parce que c'est pas sur le diaporama, c'est ça? Oui, c'est le diaporama, tout là. Une charge d'information, c'est ça. Ok. Est-ce que ça va si je reste là? S'il vous plaît, c'est possible juste de se mettre sur le côté pour le... Oui. Merci. Alors, une chose, merci parce qu'après je vais interagir avec les vidéos. Donc, bonsoir. Moi, je suis le docteur Federico Cagnazzo de Montpellier, neuroradiologue interventionnel. Je travaille en neuroradiologie interventionnelle. Je vais vous parler des aspects des troubles de la pression intracrânienne, dans le sens opposé. Donc, je vais vous parler de l'hypertension intracrânienne dite idiopathique et de l'hypotension intracrânienne dite spontanée. Donc, les deux topos sont, je trouve, assez larges, donc j'essaie d'être le plus possible exhaustive, mais aussi synthétique, parce que voilà, c'est aussi 17 heures, vous avez eu beaucoup d'informations, donc il faut aussi suivre. Les collègues ont déjà abordé pas mal la partie clinique et introduit déjà la pathologie. L'hypertension intracrânienne idiopathique, il s'agit en fait d'une augmentation de la pression intracrânienne des causes plus ou moins inconnues qui touchent une population plus ou moins définie. Il s'agit surtout des femmes en âge de procréer et souvent en obésité, avec une triade symptomatique qui est constituée de céphalées, des acouphènes pulsatiles et des troubles visuels. Je vais rappeler rapidement quels sont les critères diagnostiques parce que ça va nous aider à comprendre notre bilan diagnostique sur le plan interventionnel. Donc il faut savoir qu'il y a des critères positifs dans le sens qu'il faut retrouver pour avoir un diagnostic définitif un édème papillaire à l'examen ophtalmo et une pression d'ouverture lombaire à la ponction lombaire du cubitus latéral supérieure à 25 cm d'eau. Et il y a 3 critères négatifs dans le sens qu'il faut un examen neurologique normal à exception d'un déficit de nerf crânien. La neuroimagerie doit exclure d'autres causes et la composition du liquide céphalocyanien doit être normale. Les mécanismes ont été déjà abordés par les collègues, du coup je vais aller assez vite. La chose importante à comprendre et à rappeler est que l'augmentation des causes inconnues de la pression intracrânienne détermine très probablement une compression au niveau des sinus et donc une sténose probablement secondaire à l'augmentation de la pression intracrânienne qui détermine un cycle vicieux d'augmentation de la pression intracrânienne. Et les images qu'on a et qui nous aident sur le plan diagnostique sont les suivantes. Donc à l'IRM, on a un élargissement des espaces intracrâniens, dont les nerfs optiques et l'aplatissement des globes oculaires. Un aplatissement de l'hypophyse, donc ce qu'on appelle l'arachnoïdocèle, et l'image, les signes les plus importants sur le plan de la neuroradiologie interventionnelle sont les sténoses bilatérales des sinus transverses. Pourquoi ce signe est important? Parce qu'en fait, comme on a dit, la sténose, probablement secondaire à la pression, détermine un cycle vicieux d'augmentation de la pression intracrânienne. Et c'est là que le neuroradiologue interventionnel peut intervenir. Du coup, il peut bloquer ce cycle vicieux, il peut éliminer, entre guillemets, la sténose par un abord endovasculaire, donc par la pose d'un stent, et donc ne traite pas la cause, mais bloque une partie du cycle vicieux qui entraîne la pression intracrânienne. Donc, l'apport de la neuroradiologie interventionnelle dans cette pathologie est, en premier temps, diagnostique. Donc, nous pouvons faire un bilan diagnostique d'hypertension intracrânienne et mesurer les pressions
dans les systèmes veineux et aussi dans les liquides céphalorachidien. Comment ça s'est fait chez nous, comment ça s'est fait à Montpellier? Donc, nous faisons une mesure de pression à la fois veineuse, à la fois par ponction lombaire. Donc, de la même procédure, nous réalisons les deux. Et les capteurs de mesure de pression est placé au niveau du méate acoustique extérieur, comme voilà, pour une mesure de pression par une DV. Et une fois que le microcathéter est navigué dans les sinus, vous voyez, on prend la mesure de la pression intracrânienne dans chaque endroit et on peut mesurer à chaque endroit la pression intracrânienne, donc dans les sinus sagittaux supérieurs, dans les torculaires, dans les sinus transverses, et mesurer aussi un gradient de pression. Ça nous permet de mesurer une pression intraveineuse et un gradient de pression transsténose. Dans un deuxième temps, le capteur de pression est positionné sur la ligne sagittale médiane et dans la même procédure, la ponction lombaire est réalisée afin de pouvoir mesurer la pression d'ouverture lombaire, prélever du liquide céphalorachidien et comparer aussi les deux mesures de pression. Comme le collègue l'a remarqué, il est important de réaliser cette ponction par des aiguilles atraumatiques. Ce que nous faisons est d'utiliser un aiguille spinale vent gauche pour arriver jusqu'à la lame et de percer par un aiguille atraumatique de 25 gauche et traverser la durmère. Donc, en fait, ça nous évite la complexité de traverser les tissus avec un tout petit aiguille, mais on perce la durmère avec un aiguille de 25 gauche atraumatique et ça baisse le taux de syndrome post-PEL. La chose intéressante de cette méthode est qu'avoir standardisé la méthodologie des mesures de pression veineuse et du liquide céphalorachidien nous a permis de montrer une concordance entre les deux. Pas seulement une corrélation, mais une concordance, dans le sens que la pression qu'on mesure à la ponction lombaire avec cette méthodologie standardisée est concordante avec la pression mesurée dans les sinus, et surtout avec la pression mesurée dans les torculaires, avec une différence moyenne que nous avons retrouvée de moins de 2 mm de mercure. Ça, en fait, il y a différentes implications de ces résultats et essentiellement, il y a des conséquences de ces résultats. Les premières est que nous pouvons raisonnablement affirmer que la pression intraveineuse et la sténose participent de façon importante à l'augmentation de la pression intracrânienne et du coup, ça justifie en fait le rôle du stent. Et la deuxième est que nous pouvons monitorer ces patients par un abord veineux, donc par une mesure de pression transveineuse, et on peut éviter de répéter des ponctions lombaires s'il faut monitorer ces patients. Donc, on arrive du coup au stenting veineux. Comment on réalise le stenting chez ces patients? C'est une procédure qui se réalise par une sédation ou une anesthésie générale. Il nécessite un abord veineux fémoral et on choisit les côtés qu'il faut stenter. En général, on ne pose jamais de stent de deux côtés, on choisit toujours un côté. Et en général, c'est les côtés qui présentent les gradients les plus élevés. Et surtout, c'est les côtés qu'on peut définir dominantes. Donc, où les sinus sagittales supérieurs se drainent. Parce qu'il y a toujours, et souvent c'est la droite, toujours un côté entre guillemets dominant et toujours un côté non dominant. Donc, on choisit toujours les côtés dominants et les côtés où il y a les gradients les plus élevés. La technique du stenting, c'est une technique plutôt simple. Il nécessite de cathétériser les sinus intracrâniens avec un système de cathéters veineux. Et une fois que le cathéter est en place, le stent est délivré. Là, vous voyez comment le stent il est délivré à couvrir la couverture de la sténose. Donc, c'est une procédure relativement simple qui permet de traiter de façon efficace la sténose et la pression intracrânienne. Je vous amène un exemple. Donc ça, c'est un patient qui présente une hypertension intracrânienne idiopathique et une sténose du sinus latéral droite avec une hypoplasie de l'autre côté. Ceci sont les mesures avant la pose du stent. Donc vous voyez, il y avait une très grosse pression intracrânienne, 47 mm de mercure. Au niveau du sinus sagittal supérieur, 47 torculaire,
46 au niveau du sinus transverse et 19 au niveau du sigmoïde, donc un gros gradient de pression intracrânienne. Une fois posé les stents, ceci est le résultat angiographique, vous voyez la différence avant et après, donc la sténose est complètement résolue, le flux sanguin est normal au niveau du sinus, et nous on mesure les pressions après la pose d'un stent, et vous voyez comme la pression chute de façon importante juste après la pose d'un stent. Pas seulement la pression, ce patient est bien sûr suivi. Le suivi ophtalmo montre que l'édème papillaire que vous voyez ici régresse de façon complète et les déficits de la campimétrie qui étaient présents avant la pose du stent régressent aussi de façon complète avec une normalisation de l'acuité visuelle. Tous les patients sont monitorés et nous réalisons une mesure de pression par voie veineuse à 3 mois chez tous les patients qui ont stent parce qu'on veut prouver que les stents étaient efficaces, pas seulement sur la clinique, mais aussi sur la pression intracrânienne. Donc on veut montrer qu'il y a une normalisation des critères diagnostiques, donc l'édème papillaire et la pression intracrânienne. Et la plupart des patients, plus de 80% des patients, ils ont ce type de résultat dans le sens que la pression se normalise, donc il n'y a plus de gradient et la pression mesurée dans les différents compartiments est complètement normale. Donc ça c'est notre expérience sur la prise en charge par stenting de l'hypertension intracrânienne idiopathique. Nous avons traité plus de 200 patients. Le résultat important est que la morbidité associée à ce type de traitement est pratiquement zéro, nous n'avons jamais eu de complications majeures. Il y a quelques cas, un cas sur 3, donc c'est plutôt fréquent, de céphalées post-stent à localisation plutôt occipitale, souvent transitoire. Et l'efficacité est jusqu'à 80% sur la régression de l'édème papillaire, plus de 90% sur la régression de l'acufène pulsatile. Il marche, au moins dans notre expérience, pas 100% sur les céphalées. La réponse aux céphalées est plus ou moins un cas sur 2 parce que beaucoup de patients ils ont désormais un céphalée chronique, donc la réponse au stent est moyenne. Et l'autre chose importante, c'est qu'on peut avoir quelques cas, un cas sur 10, de resténose adjacent les stents parce que, encore une fois, les stents ne traitent pas la cause, mais traitent une des composantes du cycle de l'hypertension intracrânienne. Et dans ces cas, on peut poser un autre stent à couverture de la resténose. Il est important de souligner que la procédure du stenting est en forte croissance. Ça, c'est une enquête aux US faite aux hôpitaux des États-Unis. Il montre que le stent a largement dépassé la fenestration du nerf optique et aussi les shunts. Et il y a cette revue de la littérature qui compare l'efficacité du stent et la safety du stent par rapport aux autres traitements, et notamment au shunt et à la fenestration. Elle montre que globalement, le stent est associé à des outcomes meilleurs en termes de régression de l'édème papillaire, en termes de morbidité et aussi en termes d'échec en fait, du traitement. Donc, pour terminer cette première partie, les points essentiels en fait, sur la prise en charge en neuroradiologie interventionnelle de l'hypertension crânienne sont les suivants. Donc, le stent permet effectivement une normalisation de la pression intracrânienne dans la plupart des cas. Il est associé à une régression de l'édème papillaire et des signes ophtalmo très élevés, plus de 80% des cas. Les stents, encore une fois, ne traitent pas la cause et ça justifie le fait qu'on a quelques cas de resténose après stent et le taux de complications dans des centres expérimentés est franchement très bas, donc je voudrais dire moins de 1% si on prend aussi les données de la littérature. Je vais simplement montrer ça. Je vais faire un peu de publicité au centre. Nous avons lancé une étude randomisée, contrôlée, qui a obtenu le financement pour valider l'efficacité du stent par rapport au traitement médical. Il y aura deux études, pas que des bras, il y aura deux études. Une étude qu'on appelle early, une étude qu'on appelle late. Et les premières visent à montrer l'efficacité du stent sur les premiers diagnostics. Donc, une fois que le patient est diagnostiqué avec une hypertension intracrânienne, on randomise traitement médical versus stenting plus traitement médical.
La deuxième étude, LATE, vise à montrer l'efficacité du stent chez les patients qui ont déjà sous traitement par Diamox au long cours, donc plus d'un an. Et on va essayer de vérifier si on peut les sévrer du Diamox et si le stent est aussi efficace chez les patients chroniques. Voilà, donc ça c'est la première partie sur l'hypertension intracrânienne idiopathique. J'aborde la deuxième partie sur l'hypotension intracrânienne spontanée. Les collègues ont déjà remarqué, ont déjà introduit la pathologie. Donc, il faut savoir qu'il y a une définition de l'hypotension intracrânienne spontanée reportée par la classification internationale des céphalées. Et notamment, il s'agit de patients qui ont surtout des céphalées orthostatiques associées, selon la définition, à une baisse de la pression intracrânienne. Et selon la définition, il y aura aussi un cut-off de pression intracrânienne à moins de 6 cm d'eau à la ponction lombaire. Je vais reporter ça parce que je trouve, je ne sais pas si on est tous d'accord, mais je trouve que cette définition décrit de façon partielle la pathologie parce qu'il a été démontré dans la littérature que la définition d'hypotension n'est pas correcte au final, ou ne représente pas la totalité des patients, dans le sens que plus de 50% des patients n'ont pas une hypotension, mais ils ont plutôt un problème de volume du liquide céphalorachidien. Donc en fait, mesurer la pression chez ces patients pour exclure une hypotension n'est pas quelque chose de correct. Ça, c'est notre algorithme institutionnel pour confirmer les diagnostics, retrouver l'étiologie et traiter l'étiologie. Sachant que nous réalisons des blood patchs, mais nous sommes plutôt pour la recherche de l'étiologie et de traiter de façon ciblée la brèche. Comment on procède? Donc, l'IRM a été déjà largement, je pense, détaillé par les collègues. Très rapidement, les signes, vous l'avez déjà vu. Donc, l'IRM nous aide à confirmer le diagnostic par la présence du rehaussement de la plaque méninge bilatérale symétrique, les hématomes subduraux avec un rehaussement de la plaque méninge bilatérale, c'est quelque chose qui faut nous faire penser à l'hypotension intracrânienne, l'hyperémie de la glande pituitaire, l'engorgement des sinus, et ce qu'on appelle en anglais le brain sagging, donc l'effacement en fait, du cerveau et des systèmes de la base. Il y a aussi des autres signes qui n'ont pas été détaillés tout à l'heure. Donc, on peut avoir des cas très chroniques de patients avec une hypotension intracrânienne qui présentent une hyperostose. Ils présentent plus un rehaussement de la durée, mais plutôt une hyperostose. Et on peut avoir aussi ça, donc ça s'appelle hémosidérose infratentorielle. Ça, c'est un signe d'hypotension intracrânienne non traitée, chronique et souvent associé à des brèches de type 1, ça veut dire un ostophyte qui perce la dure mère non traité. Et ça, c'était montré par Shavink, le neurochirurgien qui s'occupe de l'hypotension aux US, qu'après 5 ou 10 ans, plus de 50% des patients peuvent développer ce type de complications qui deviennent irréversibles. Donc, il existe, juste pour connaissance, un score qui essaye de détailler et de résumer tous les signes que vous avez vus. C'est un score de 0 à 9 fait par les équipes de Berne, dont 9 est le score maximal, et plus de 6 ou plus représente un score sévère avec une probabilité élevée d'avoir une brèche. Quel est notre algorithme diagnostique pour aller rechercher la brèche? Donc, essentiellement, il faut réaliser une IRM de la moelle avec des séquences hyperpondérantes. Donc, au final, il faut voir l'eau et supprimer tout le reste. Il faut aussi faire du FAT-SAT, donc il faut voir l'eau. Pour quelle raison? Parce qu'avec une IRM de la moelle faite avec cette séquence, on peut distinguer des typologies de patients. Ce qu'on appelle le SLEC, ça veut dire Spinal Longitudinal Extradural Fluid Collection, donc une collection épidurale, par rapport aux patients qui n'ont pas une collection épidurale. Donc, on a ces deux grosses catégories de patients. Pourquoi il est important? Parce que dans les patients qui sont SLEC positifs, donc ils ont une collection épidurale, on va rechercher essentiellement 3 types de brèches. Donc, les brèches dites de type 1, c'est l'ostéophyte qui a percé la dure mère, la partie antérieure. Les brèches de type 2, c'est les kystes foraminales qui fuient. Et le type AB, c'est essentiellement la même chose du type 1, mais l'ostéophyte est localisé au niveau postérieur, beaucoup plus rare par rapport au type 1. Et on va voir, chaque type de brèche nécessite une méthodologie dynamique différente.
Et après, on a le deuxième type, les SLEC négatives, où on ne voit pas de collection épidurale. Et en fait, dans ces cas, on va chercher la fistule duroveineuse, donc une fuite qui s'est faite dans les veines. Alors, comment on procède? Donc, on commence par le type A1, donc la brèche antérieure, qui représente à peu près un tiers de nos patients. Les patients, ils ont positionné dans cette position, donc ils sont positionnés en décubitus ventral sur un coussin triangulaire, avec les hanches plus élevées, et une ponction lombaire est réalisée, une injection progressive est réalisée, et donc plusieurs séquences scanners sont aussi réalisées. Et là, vous pouvez voir en fait que l'acquisition dynamique permet en fait de localiser les points exacts de la brèche, parce que nous réalisons en fait 6 scanners aller-retour pendant qu'on injecte. Voilà un exemple, une jeune femme, 37 ans, s'est fallu un coup de tonnerre. On élimine les autres étiologies, on réalise une IRM, on s'aperçoit qu'il avait tous les signes de l'hypotension intracrânienne, plus une collection épidurale à la fois antérieure, à la fois postérieure, et ça peut arriver sur des cas plutôt aigus où la collection n'est pas collectée. On réalise les explorations dynamiques et chez elle, on réalise un myéloscanner. Donc, je vais vous montrer ce cas parce qu'il est très curieux. Il faut savoir que la ponction lombaire chez ces patients qui se présentent dans des conditions plutôt aiguës peut être difficile, surtout dans cette position, parce que déjà, ils ont probablement une vraie hypotension, un vrai hypovolume. Et dans cette position, la ponction lombaire peut être extrêmement complexe. En fait, c'est ce qui nous arrivait. Donc, on a eu une ponction épidurale avec aspiration d'air épidurale qui nous a obligés à placer un cathéter intradural pour pouvoir poursuivre les explorations. Ce qu'on a fait, ça peut arriver parfois, la majorité des fois, heureusement non. Et les images que nous avons réalisées avec la technique que je vous ai détaillée tout à l'heure, en fait, ont permis de voir exactement où est localisée la brèche. Donc, sur des images dynamiques, on a pu faire un diagnostic de brèche TD-T3 antérieure. Dans notre expérience, nous avons commencé avec des blood patchs sur plusieurs niveaux, des blood patchs localisés. On a arrêté parce que le taux de guérison de ces patients, et quand je parle de guérison de la brèche, donc éliminer l'image de collection épidurale antérieure au follow-up était moins de 20%. Et du coup, en fait, nous avons un chirurgien qui traite ce type de brèche. Et une fois que moi, je trouve la brèche, je l'envoie au chirurgien. Et il la traite avec une laminotomie. Donc ça, c'était une brèche TD, T3. Il réalise une laminotomie TD. Il accède à la partie antérieure de la dure-mère. Il expose la dure-mère antérieure. Et du coup, voilà, ça, c'est l'image de brèche qu'on peut retrouver. Donc, un véritable trou de la dure-mère, en fait, on peut imaginer comme un blood patch peut ne pas marcher en fait sur la cicatrisation. Et qu'est-ce qu'il fait? Il met un patch en fait. Donc il peut soit suturer, soit lui il met un patch intradural et un patch extradural qui fusionne avec la dure-mère et qui permet une guérison complète. Nous n'avons pas eu d'échec après chirurgie jusqu'à aujourd'hui. Donc ça c'est l'IRM avant, et ça c'est l'IRM à 3 mois. Vous voyez qu'il y a une disparition complète de la collection épidurale et une normalisation de la clinique, mais aussi une normalisation de l'IRM encéphale. Donc, vous pouvez voir les signes avant la chirurgie, l'engorgement, l'effacement des citernes, et jusqu'à 24 heures de la chirurgie, vous pouvez voir comme le traitement peut être efficace immédiatement à 24 heures, avec une régression des signes à 24 heures et qui est persistant, bien sûr, pendant les suivis. Il y a certains cas de brèches postérieures. C'est la minorité des cas, ça peut arriver, il faut le connaître. Ça, c'est un cas très joli, très didactique, qui était déterminé par cette osteophyte avec une collection postérieure. La technique pour le localiser est plus ou moins la même, sauf que nous allons placer un microcathéter et positionner les patients en décubitus dorsal et réaliser la même technique scanner. C'est le cas de ces patients. Vous voyez un microcathéter à l'intérieur, le décubitus dorsal incliné et la brèche qui était localisée à T11. Et voilà, la technique a été décrite par notre équipe et publiée. Et en fait, je vais vous montrer les vidéos du chirurgien parce qu'il est très, très didactique, je trouve. Vous pouvez voir, en fait, les flux du liquide céphalorachidien et l'entité de la brèche, en fait,
Voilà, ça faisait plus ou moins un centimètre. Vous pouvez comprendre comme les blood patch dans ce type de brèche probablement ne fonctionnera pas. Et voilà, ce qu'il a fait, il a suturé et mis un patch, le patient il est guéri. Le type de minorité des cas, au moins dans notre centre, à peu près 20% des cas, associés à des collections épidurales, donc c'est toujours des SLEC positives. Comment on l'explore? On l'explore dans notre centre avec une myélographie dynamique en décubitus latéral. Pourquoi? Parce que c'est une technique plus simple que les myéloscanners. Les images sont belles parce qu'on est en décubitus latéral et ça nous permet de détecter la fuite. Et ça, c'est un exemple. Donc, vous voyez une collection épidurale latérale et ça, c'est la myélographie. Vous pouvez voir en temps réel en fait, la fuite qui se réalise au niveau T11 et qui était traitée dans la majorité des cas. Nous abordons ces fuites par injection de coldéfibrine foraminale localisée. La minorité des cas sont opérés. Pourquoi? Parce qu'en fait, sont plus ou moins accessibles, donc au niveau foraminal, la ponction est plus ou moins simple et cette injection de coldéfibrine, ça permet une guérison dans la majorité des cas. La minorité des cas sont adressés à la chirurgie. J'arrive à la troisième et ce que j'aime le plus en fait, c'est le type 3, donc c'est les patients qui n'ont pas de collection épidurale mais qui ont une hypotension. Donc qu'est-ce qu'on cherche? On cherche en fait une fuite qui ne se réalise pas dans l'espace épidural mais se réalise dans les veines. Donc la fissure du veineuse. Donc c'est une entité qui a été décrite par la première fois par Schevink en 2014, donc il y a 10 ans. Et voilà, on la diagnostique de plus en plus. Dans notre expérience, ça représente les 40% des patients. Donc c'est voilà, un volume important des patients. Comment on la cherche? La technique et la myélographie dynamique en décubitus latéral associée à des myéloscanners avec double énergie parce que parfois la veine elle est vraiment difficile à localiser. Il faut une très bonne technique pour pouvoir la localiser. Je vous montre un exemple. Femme de 63 ans avec céphalie orthostatique associée à troubles de l'audition, etc. 4 blood patchs inefficaces. Tous les signes de l'hypotension et quelque chose qui est très très particulier chez ces patients est la présence de plusieurs kystes foraminaux qui ne fuient pas. Mais en fait, pour moi, l'interprétation de ces kystes qu'on retrouve très très souvent chez ces patients est la présence d'une espèce de fragilité de la dure mère au niveau foraminal qui entraîne ce type de fistules. Donc, ce type de kyste est très, très souvent retrouvé chez des patients qui ont une fissure du veineuse. Comment on réalise l'investigation? Voilà, donc ça c'est la myélographie dynamique, ponction lombaire, on branche des tubes pour pouvoir injecter les contrastes. La table est basculée de quelques degrés avec la tête en bas et nous commençons à injecter les contrastes suivis par une injection de saline. Pourquoi? Parce qu'on pousse ce qui reste du contraste dans le tube et parce qu'on met aussi sous pression les sacs durales. Ça aide à ouvrir la fuite. Vous commencez à avoir un kyste qui s'injecte et vous commencez à avoir une petite veine. Voilà. Donc ça c'est un diagnostic de fistule par une myélographie dynamique en décubitus latéral. Voilà, la veine, vous la voyez bien. Voilà. Donc, ok, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a pu diagnostiquer ce type de fistule? On les traite, on les ferme de façon endovasculaire. Comment on peut les traiter par voie endovasculaire? La fistule se réalise au niveau de la veine foraminale, au niveau du foramen, qui est en connexion avec la veine intercostale, les veines segmentaires et la veine azygos. Ensuite, il faut savoir aussi qu'il y a un système anastomotique qui s'appelle plexus épidural qui connecte toutes les veines en fait, du niveau cervical jusqu'au niveau thoracolombaire et connecte toutes les veines segmentaires. Donc en fait, ce qu'on peut faire, on peut naviguer dans le système azygos ou on peut naviguer dans le système épidural. Pour naviguer dans le système azygos,
il est nécessaire de ponctionner une des veines fémorales, droite ou gauche, remonter dans la veine cave, cathétériser la veine azygos et descendre dans les niveaux pathologiques. Ou on peut aussi naviguer dans le système épidural, on peut rentrer dans une des veines et naviguer dans le système épidural et du coup naviguer vers le haut ou vers le bas et rejoindre les niveaux pathologiques. Je vous montre voilà, un exemple, ça c'est une fistule duroveineuse localisée au niveau de TNF. Ça, c'est le cathétérisme de la veine azygos. Donc là, vous voyez, il y a les valves de la veine azygos qui stagnent. Donc ça c'est la veine azygos. Et les cathéters et les guides qui traversent la veine azygos. Une fois qu'on est dans la veine azygos, on cathétérise la veine segmentaire du niveau pathologique. Ça, c'est un microcathéter à ballon qui est gonflé. On injecte du contraste pour s'assurer qu'on est bien, on est au bon niveau, on est dans les veines, on n'a pas perforé. Voilà, ça c'est une image des veines épidurales, donc on est au bon niveau. Et une fois qu'on est au bon niveau, on injecte de l'onyx. C'est le matériel qu'on utilise en intracrânienne pour fermer les veines. Et ça c'est l'injection d'onyx voilà, qui se propage tout autour, et ça c'est le résultat final. Donc vous voyez, on a réussi à boucher en fait tous les systèmes veineux intercostal, segmentaire et épidural périforaminal du niveau pathologique. Est-ce que le traitement marche? Oui, marche bien. Je vais vous montrer le résultat. Donc, comme je vous disais, en fait, on peut aussi naviguer par le système épidural. L'accès est différent, donc on peut cathétériser la veine vertébrale et naviguer en haut en bas. On peut cathétériser une des veines thoracique et naviguer dans les plexus en haut et en bas. Et une fois qu'on navigue dans les plexus, on peut arriver où on veut. En fait. Donc c'est une voie extrêmement facile et ça c'est un exemple de comment un cathéter peut naviguer à l'intérieur du plexus et descendre en fait, jusqu'en bas. Est-ce que les résultats sont bons? Je vais vous montrer rapidement quelques exemples. Voilà, donc ça c'est une fistule d'un patient jeune de 37 ans avec une grosse hypotension intracrânienne, avec un gros brain sagging. La fistule était localisée au niveau T12, L1, ça c'est l'occlusion. Et ça c'est l'IRM à 24 heures et à 3 mois. Donc vous pouvez apprécier comme à 24 heures, les citernes changent. Donc il y a presque une normalisation des citernes à 24 heures. Vous pouvez apprécier comme il y a une granulation de Pacchioni qui n'était pas visible avant et qui est visible à 24 heures, donc signe qu'il y a une redistribution en fait, de la dynamique du liquide céphalorhagidien et les signes sont exactement stables et pareils à 3 mois avec une régression complète des symptômes. La même chose, en notre cas, une autre fistule traitée par voie endovasculaire. Je vous laisse apprécier la normalisation de la pachyménage à 24 heures de l'embolisation. Donc, ça, c'est le rehaussement de la pachyménage avant, et ça, c'est juste à 24 heures. Je pense que il y avait même les dates. Non, ça, je l'avais enlevé. Donc, normalisation du rehaussement de la pachyménage, dilatation des ventricules, donc normalisation du volume ventriculaire à 24 heures du traitement, et persistance des améliorations radiologiques et cliniques à 3 mois et plus sur le follow-up. Les outcomes, quand on interroge ces patients, on demande de décrire leur sévérité de céphalée sur une échelle de 0 à 10. Et bien, les réponses sont les suivantes. La moyenne était à 8 avant le traitement et à 3 mois du traitement, la moyenne était à 1, à 2. Le nombre de céphalées par mois était à 24 par mois, il descend à 3 par mois, à 3 mois après le traitement. Et leur perception de leur qualité de vie, elle s'améliore. Donc avant, la moyenne était à 2 et après la moyenne était entre 8 et 9. Voilà, je vais conclure. Donc, ça c'est notre expérience publiée dans ce premier papier. En fait, l'amélioration clinique globale est très élevée et à 90%, même plus que 90%, avec une guérison complète à 70% des cas. Encore une fois, la morbidité est zéro. Nous n'avons jamais eu des complications majeures ou de la morbidité. La seule chose à communiquer aux patients est que dans un tiers des cas, on peut avoir de la douleur locale au site d'injection qui, normalement, est transitoire et peut être gérée avec des médicaments. Voilà, je termine.
Merci beaucoup pour cette belle présentation. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Pas de questions ? Vous étiez ébloui. Sur la gestion du stenting, est-ce que vous demandez une levée de sédation, une diminution de la profondeur de l'anesthésie pour avoir une mesure de la pression un peu plus authentique de ce qui se passe dans la vie réelle ? En fait, les patients, la mesure de pression est réalisée sous anesthésie locale pure avant du stent, avant de faire le stent. Donc tous les patients, on n'utilise pas de sédation. Une question, Russell ? Sur le stenting, les cas de thrombose de stent, donc c'est assez fréquent quand même. Comment vous gérez ces complications ? On n'a jamais eu de cas de thrombose. Sur des 100 cas plus, on n'a jamais eu de cas de thrombose. Les antiagrégants sont Plavix cardégique 3 mois et cardégixel pendant 6 mois. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais eu un problème de thrombose de stent. Mais il est décrit dans la littérature, hein, donc voilà. Mais dans notre expérience, non. Pas d'autres questions. Alors je voudrais remercier nos 3 orateurs pour les excellentes présentations. Et avant que vous ne partiez, Thomas a un message à vous passer. Un petit message. D'abord, merci beaucoup. Alors, il faut qu'on sache, je pense que vous le savez, mais qu'il y a un ancien président de la NARF qui prend sa retraite. En fait, il y en a 2, mais il y en a un qui prend sa retraite cette année et un l'année prochaine. Donc, Gérard, c'est d'accord, on te fera l'année prochaine. 5 minutes, juste. Ça, c'est son château. Alors, c'est à La Tronche. Donc c'est normal que c'est à La Tronche, je suis désolé. Alors c'est à Grenoble. Pour les Lyonnais, Grenoble c'est une petite ville pas très loin. Je sais pas, vous savez où c'est ? Vous voyez 1 heure de route à peu près, c'est pas très loin. Et alors juste 5 minutes, Jean-François, si tu nous permets. C'est le professeur Payen qui est là-bas, qui est rangé là-bas. Il a plusieurs qualités, le professeur Payen. Alors, c'est un travail collectif, hein, tu m'en voudras pas. Je pense que tu as pris un peu le sens du travail bien fait. Je pense qu'on peut le reconnaître, professeur Payen. Beaucoup de publications, 350 publications dans les plus grands journaux, une référence internationale. Je pense qu'il n'y a aucune discussion. Alors, moi, ce que j'ai vu quand même, c'est que j'ai l'impression que tu as pris ta retraite il y a 2 ans quand même, parce que... Excuse-nous, hein, mais tu as pris ta retraite après le Covid, quoi. J'ai l'impression c'est donc quand même une grande référence internationale. Il a fait beaucoup pour la neuro-anesthésie-réanimation française, la reconnaissance. Donc, je pense qu'on peut te reconnaître ça. D'autant plus que tu as quand même un certain sens de la modestie. Alors, le professeur Payen, je ne sais pas si vous savez, mais il a une page Wikipédia. C'est vrai. C'est toi qui l'as créé ou qu'il a une page Wikipédia. Voilà, j'ai découvert ça récemment. Donc, tu es né en 1957. Jean-François Payen de la Garandrie dit Jean-François Payen à Nantes. Donc, il a inventé bien sûr le BPS. Enfin bon, voilà, tout est écrit là-dedans. C'est assez extraordinaire. Moi, je pense pas qu'il y ait beaucoup de professeurs d'anesthésie qui aient leur page Wikipédia. Donc, bravo. Alors. En fait, tu es assez modeste, c'est vrai, mais tu es même capable de réunir la presse mondiale le 31 décembre. Alors, on se souvient tous de cet épisode où tu as été confronté à une horde de journalistes, mais on voit bien que tu sais te placer quand même dans le... Et alors, je ne sais pas si vous savez, mais le professeur Payen est un des seuls professeurs d'anesthésie qui a fait la une de l'Équipe. Alors...
je sais pas comment ça compte en points SIGAP, c'est la une de l'équipe, mais c'est quand même le quotidien le plus. Je t'assure, tu as fait la une de l'équipe, regarde, c'est écrit là, au chevet du Choumi, les médecins qui tentent de sauver le légendaire pilote allemand sont des pointures, je pense que tu étais dedans, nous vous les présentons, et je crois même qu'il y a une version de la une où il y a ta photo en une, et je ne l'ai pas retrouvée, j'ai pas réussi, mais je me rappelle l'avoir vue à ce moment-là. Donc la une de l'équipe, c'est quand même le plus grand quotidien. T'es pas abonné, voilà. Alors, c'est vrai que tu es assez modeste, faut quand même Alors, la preuve, c'est quand même ce qu'on trouve sur le site de la NARF, la pub pour le DU de neuroréanimation. Alors, je crois que c'est le seul DU où le programme se résume à la tête de l'un des organisateurs. Et je ne sais pas comment vous arrivez à recruter avec cette photo. Enfin, il y a un petit problème de com, Jean-François, il faudra peut-être... Bon, je ne sais pas, vous verrez, mais... vous avez fait ça, sérieusement? Vous avez... Bon, voilà. Alors, tu as un certain sens de l'autodérision, quand même, il faut le reconnaître. On a quelques photos. Celle-là, je trouve qu'elle est assez bonne, quand même. Toute récente, j'ai l'impression. On l'a eu il n'y a pas très longtemps. Et tous ceux qui te connaissent savent aussi que tu as un certain sens de la fête, quand même. On a quelques souvenirs en Belgique, à Liège, dans le Pays Basque, à droite, à le Pays Basque. Certains s'en rappellent encore, sur la plage d'Anglette, voilà. J'ai pas beaucoup de dossiers, mais je reviens sur la photo qui a été montrée tout à l'heure, quand même. Celle-là, quand même, elle est bien. Et on espère que ce soir, à la soirée, tu as ramené ton déguisement, parce que on aura cette photo-là dans la soirée ce soir. Enfin voilà, je pense qu'on peut ne pas te rendre hommage, mais te rendre les honneurs, parce que je pense que c'est une carrière bien remplie. On sait que l'école que tu as créée est une grande école d'anesthésie et réanimation, et on juge les maîtres à leurs élèves, et donc je pense qu'on peut être certain que tu as produit une excellente école, et peut-être on peut tous se lever et l'applaudir pour le féliciter pour... Si tu veux venir, alors on a un petit cadeau pour toi. On a un petit cadeau pour toi. C'est les copains, les collègues qui ont fait ce petit cadeau. On a pensé à une canne à pêche, on s'est dit que c'était pas raisonnable. On s'est dit que quelques bouteilles te feraient le plus grand bien. Et si tu veux dire quelques mots, avec plaisir. Écoute, ça me surprend beaucoup et je suis ravi de ce message. Oui, comme vous avez vu, c'était samedi dernier. C'était surtout les gens de l'hôpital de Grenoble. Et comme j'aime beaucoup les fêtes déguisées, donc on avait demandé à chacun de se déguiser en ce qu'il aurait toujours rêvé d'être. Alors ça paraît pas comme ça, mais là ça fait plutôt la croisière s'amuse. Mais en fait, c'était dans mes rêves d'autrefois d'être un médecin militaire sur les bateaux, voilà. Parce que aussi, alors c'est pas dans la page Wikipédia, mais je suis un des petits-fils du dernier commandant de Normandie. Voilà. Donc c'était un petit clin d'œil. En tout cas, moi j'ai passé un excellent moment. Je suis encore très content de venir à la NARF. On a été beaucoup à croire à ce groupe. Les têtes maintenant sont en train de se rajeunir et c'est très bien. Parce qu'il y a des belles études qui ont été faites au nom de la NARF. Il y en aura encore d'autres. Et je pense qu'on est un des groupes qui garde bien cette, on va dire, autonomie avec, je dirais, un regard bienveillant de l'ASFAR, mais une autonomie. On sait tous à quoi je fais allusion dans ce que veut dire cette autonomie. On est garant de la qualité scientifique des présentations et puis du suivi. Moi, j'ai assisté avec bonheur à cette évolution qui se fait maintenant vers davantage de recommandations, davantage d'ouverture vers une meilleure prise en charge de tous les aspects des cérébrolésés. Et on se contente pas que du trauma crânien. Voilà.
Mais je ne vais pas raconter ma vie là, ce soir. En tout cas, merci beaucoup pour ces mots, Thomas. Ça me touche beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Je crois que c'est quelques bonnes bouteilles. Ouais, alors je suis venu en car aujourd'hui, donc je ne sais pas s'ils vont... Il y a peut-être des gens qui rentrent à Grenoble. Et ce soir... Et donc, voilà, ceux qui restent à l'AG, vous restez à l'AG. Et sinon, vous pouvez aller prendre l'apéritif. À demain.